Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce quatrième épisode de notre émission Metaretex où on va prendre un petit moment ensemble pour regarder le jeu compétitif sur Warhammer 40 000. Principalement le jeu compétitif au format VTC, orienté un petit peu sur ce qu'on peut retrouver par chez nous en Suisse ou alors un petit peu partout dans le coin, en Europe et même dans le monde, pourquoi pas. Aujourd'hui, nouveau sujet. Donc, on avait déjà abordé en termes de codex les Chaos Knights et les Votan, sauf erreur. Et aujourd'hui, on va parler des Necrons, si ça veut bien. Donc, les légions implacables de robots qui descendent, qui se relèvent, qui redescendent et qui se relèvent encore, qui sont légions. Et pour ce faire aujourd'hui, ce sera Altaïr de l'équipe suisse qui va nous rejoindre. Donc Altaïr, je te laisse sans autre te présenter, nous dire qu'est-ce que tu joues comme armée et puis quel est ton lien avec le jeu compétitif. Bonsoir à tous, moi c'est Mathieu. J'habite actuellement en Valais, je joue Necron depuis de nombreuses années et membre aussi de la team suisse Warhammer 40 000. Et merci Tarkus pour l'invitation pour discuter à propos du Codex Necron. Et je profite aussi par le même pour faire un petit big up à tous les membres de la communauté des Buccaneers avec qui j'ai plus trop l'occasion de jouer, mais ils sont toujours dans mon cœur. Oui, du coup toi, donc ça fait combien de temps que tu joues avec l'équipe suisse? Oula, alors, grande question. J'avais commencé en 2012 ou 2013, si mes souvenirs sont bons, quand c'était encore en format européen, avec l'European Team Championship, qui s'est transformé en World plus tard. Et j'avais fait 5 éditions à l'époque, puis une pause de quelques années, j'ai repris. Maintenant, ça fait ma deuxième édition au VTC Mhm. avec la team suisse. Donc là, la dernière édition du VTC, t'avais joué Necron, c'est juste? Heu, la première, il y a 2 ans en arrière, Necron, et Ah, cette année en Emperor Children. d'accord, ouais, parce que toi, tu joues quoi comme autre codex à part les Necrons? Alors, j'ai une armée tyrannide, assez gros format que j'ai joué pendant 10 ans. Mhm, Là, ça me plaisait un peu moins le style de jeu, donc je suis repassé, à mes amours, de jeunesse qui étaient les Necrons. mhm. Et depuis le début de la V10, je joue principalement Necron. Et j'ai commencé très récemment, il y a quelques mois, Emperor Children pour le VTC justement. Ok, ok, nickel. Alors, du coup, cette petite présentation étant faite, avant de passer dans le vif du sujet, on va juste faire un petit tour d'horizon au niveau méta, donc truc qu'on fait au début de chaque épisode pour un peu regarder où on se situe. Donc là, pendant les deux derniers épisodes, il y avait eu des gros tournois qui avaient eu lieu avant les épisodes, donc le LGT et le LVO. Là, il n'y a pas de particulièrement gros tournois qui se sont déroulés. Bien sûr, il y a toujours plein de petits GT un peu partout, et si vous voulez en avoir le détail, il y a des sites comme Goonhammer par exemple qui font des bons résumés de méta. Par contre, ce qu'il y a eu d'assez important là, c'est la sortie du codex Drukhari, qui va venir s'insérer dans la méta un peu aux côtés de l'Eldar, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as déjà un petit peu une idée de comment ça va rentrer dans la méta, ce nouveau codex? Pour l'instant, j'ai peu d'idées. Enfin, j'ai lu très très partiellement les PDF qui traînent sur le net. Pour avoir un peu discuté avec quelques membres des Buccaneers, ça a l'air prometteur. Toujours une nervosité dans le codex avec beaucoup de mouvements, de létalité, enfin, ce qui est la marque un peu de fabrique des Eldar en général. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus une flavor corps à corps comparé à l'Eldar classique, mais à voir. Enfin, en tout cas, les premiers retours ont l'air prometteurs.
Ok, ok, nice. Alors effectivement, ouais, là dans le cadre de cette émission, on se concentre sur les choses sur lesquelles on peut avoir un bon retour d'expérience. Il y aura bien sûr plein d'autres chaînes que vous connaissez bien qui vont sauter sur l'occasion des nouveaux codex pour un petit peu se projeter comme ça. Nous, on aime bien revenir sur des choses qui sont déjà dehors depuis un petit moment pour vraiment avoir cette maturité de lecture. Mais du coup, les Drukhari, ça viendra sûrement, par exemple, d'ici un mois ou quelque chose comme ça. Donc, passons dans le vif de notre sujet. Au niveau du format, on va aborder ce codex Necron en regardant d'abord la règle d'armée, qui est pour ce coup-ci très facile comparée à celle des Votan. Ensuite, on va regarder tous les détachements qu'on a à choix et en tirer un petit peu le playstyle vers lequel ça va se diriger et un petit peu, est-ce qu'on sait déjà si ça va être plutôt intéressant ou plutôt pas trop pour le compétitif. On va rapidement passer sur les datasheets, sans forcément aller en profondeur sur toutes, à une petite conclusion intermédiaire par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là. Et ensuite, on va aller dans le détail sur les tricks de jeu qu'on peut mettre en place avec ce codex. Également, dans un but d'impartialité et parce que c'est intéressant pour le jeu, on va regarder comment contrer le Necron, quels sont les plaies à mettre en place quand on est pairé contre un Necron. Et ensuite, on va regarder quelques exemples de listes que tu m'as données qui seront pour aujourd'hui au nombre de 3. Alors, allons directement. Une seule règle dans l'armée Necron, une seule règle d'armée, c'est les protocoles de réanimation. Donc tu peux nous expliquer ça? Je pense que c'est l'une des armées les plus enfin l'une des règles d'armée les plus triviales à expliquer. Chaque unité se régénère de D3 PV à sa phase de commandement. Enfin rien de spécial. C'est ce qui fait aussi tout le sel dans les yeux de l'adversaire quand on le voit désespéré après avoir réanimé 5 PV sur un Ktan. Enfin c'est toujours agréable. Oui, parce Mais qu'il n'y a, y a pas du coup de limite d'unité, hein, c'est vraiment tout le monde qui le fait. tout le monde, que ce Ok. soit un simple piéton, warrior, ou un Ktan, ou un véhicule, un transport, tout se régénère. Et la seule différence, c'est quand c'est des piétons, du coup, ça va remonter un nombre de modèles à un PV au lieu de remonter des PV sur un gros modèle. Exactement. Ok. Alors, donc, Exactement. effectivement, assez trivial. Donc, passons directement au détachement. Ils sont au nombre de 6, si j'ai pas fait d'erreur. La dernière fois, j'en avais oublié un. Donc, commençons par le commencement. Awaken Dynasty. Vers quoi ça se dirige et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, Awakened Dynasty, c'est en V10 le détachement originel de l'index qui est devenu Awakened Dynasty avec la sortie de Codex. Donc, en résumé rapide, c'est chaque unité qui est accompagnée par un personnage à +1 pour toucher, que ce soit au corps à corps ou au tir. Ce qui en fait déjà en soi un très bon détachement, ce qui augmente sensiblement la statistique de létalité d'environ 16% Mhm. d'après les dés. Et en fait, là où il va tirer toute sa force, c'est dans les stratagèmes et les enhancements, où en fait c'est vraiment on va dire, un détachement qui se caractérise par sa résilience. Il y Ok. a un stratagème qui permet aux unités de se régénérer, donc déclencher un protocole de résurrection après avoir subi des pertes, de nouveau au tir ou au corps à corps. Donc un stratagème. Ensuite, on a un autre stratagème qui permet de résurrectionner des personnages, une fois par partie par personnage. Donc de nouveau, on retrouve cette résilience caractéristique du Necron, ce qui en fait une armée très très pénible à passer, ou en tout cas à enfoncer avec un gros score. Voilà, c'est un peu la caractéristique principale du détachement. Et puis donc du coup un détachement assez intéressant pour le jeu compétitif. Tout à fait. Ok, d'accord, nickel. Deuxième détachement, Annihilation Legion. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Dans l'esprit des concepteurs, ils ont essayé de faire un détachement focus autour des destroyers, tout ce qui est notamment close combat et ainsi les dépeceurs, Flyed One en anglais. Euh, Ça marche pas tellement, enfin le Necron dans son ADN c'est pas vraiment une armée de corps à corps, il y a quelque chose d'un peu grippé dans la mécanique on va dire, c'est pas un détachement très intéressant de mon point de vue et je l'ai jamais vu jouer, donc je pense qu'on peut passer. Ok, d'accord, très bien. Donc on arrive sur le Canoptech courte. Ça, c'est le fameux détachement AK-18 Spectre lors de son heure de gloire. Ok. Euh, Pendant 6 mois après la sortie du codex, il a vraiment eu un boost grâce à ce détachement, notamment. Euh,
c'était vraiment du stat check. On avait 3 fois 6 spectres avec Feel No Pain 5+, c'est énormément de PV, c'était très difficile à tuer, il y a de la régénération possible, en dehors du protocole classique avec des stratagèmes. Il y a du reactive move, mais depuis ça a été, nerfé de 2 manières, notamment par une hausse des points Nécron en général. Je crois qu'on a pris environ 10 à 15 depuis la sortie, du codex en termes de points. Ok, Sur les unités clés et aussi le nerf de certains stratagèmes, notamment le lone up de 12, qui est passé à 18 mhm, et en fait c'était assez clé parce que on avait à la fois le mouvement réactif plus le lone up. Donc avec le mouvement réactif, enfin premièrement, on forçait l'adversaire à venir proche dû, au fait qu'on ait un lone up, et s'il venait trop proche, on avait ce mouvement réactif et là, en fait, on a plus cette combo, plus on va dire, la masse critique clé de points pour avoir suffisamment de ressources sur la table ok, ouais. et je dirais c'est plus un B tier détachement maintenant, mais toujours intéressant. C'est vrai qu'en fait, tu te retrouvais avec une zone qui était entre 9 et 12 pouces dans laquelle tu pouvais venir leur tirer dessus sans qu'ils bougent. Et maintenant, elle a passé de 9 à 18, donc elle a triplé Exact. de taille. Ok, d'accord. Ok, plus effectivement les coups en point, donc moins compétitif maintenant. Ok. La suivante, je suis même pas sûr que j'en ai déjà entendu parler. Obéissance phalanx. Alors la phalanx, ça paraît être une bonne idée. Heu, Certaines unités en fait la règle va donner aux unités nobles, donc tout ce qui est, accompagné par un overlord, les unités, Lich Guard, et Triarch. Donc Triarch, on a le roi, le walker, je sais plus son nom, mais l'espèce de grosse araignée marcheur et les prétoriens. Heu En gros, c'est comme le Oath of Moment, sauf qu'au lieu de relancer pour toucher, on a un +1 pour blesser sur l'unité désignée. En soi, ça peut être une bonne idée, mais on se rend vite compte que toute la pool de stratagèmes est assez misérable, avec l'exception d'un seul qui est bien, et que au final, ça met un focus sur des unités qu'on a peu envie d'aligner sur la table en grand nombre, notamment les Lich Guard, les Triarches, toutes les unités Triarches. Enfin, le Roi Silencieux est une exception à part, mais toutes les unités Triarches de base sont assez médiocres et il manque quelque chose à ce détachement. On n'a pas de reactive move, peu de mobilité, et au final, on se retrouve vite avec des unités où on a l'impression qu'elles font quelque chose, mais le +1 pour blesser va juste les rendre OK comparé à l'ensemble des autres unités Nécron. Ok, d'accord, ouais. C'est un petit peu un souci de data sheet que ça va chercher, Tout à quoi. fait. Ok, très bien, ça marche. Ensuite, on a le Hypercrypt Légion. Donc l'Hypercrypt aussi, c'est un détachement qui a eu ses heures de gloire après le Canoptech courte, où là c'est tout axé sur la mobilité via Deep Strike. Comme les chevaliers gris, on peut faire repartir un certain nombre d'unités en fonction de la taille de l'armée en réserve à la fin du tour adverse, et pouvoir les ramener en Deep Strike ou via divers stratagèmes sur la table, par exemple avec un monolithe, à l'endroit où on en a besoin. Hem, Là où c'était fort, c'est que ça permettait d'amener en fait vraiment toute la menace qu'on voulait à un point précis de la table Mhm. via des téléportations, mais ça a été nerfé, de nouveau de 2 manières, enfin d'une première partie par les points, heu, de nouveau, enfin je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais on a pris entre 10 et 15. Enfin, on est monolithe par exemple, je pense que c'est l'exemple le plus emblématique. On est passé de 350 points à 400 points, Oui. donc c'est quand même sensiblement, enfin, moins intéressant. Et deuxièmement, c'est que le nombre d'unités qui peut repartir en réserve est passé de 3 à 2, et les moyens qu'on a de faire revenir nos troupes proches de l'adversaire via des stratagèmes a été nerfé. On passe de 3 pouces à 6 pouces et on peut plus deep strike Lectan. Donc c'est on va dire des tricks de jeu ou certaines possibilités qu'on avait qui ont disparu, et Yes. ça rend en fait le détachement moins létal, et il y a toujours des choses à faire. Je pense que c'est le troisième meilleur détachement du codex.
il est toujours agréable à jouer quand on aime la mobilité, mais plus aussi fort qu'à son apogée. Ok, nickel. Et du coup, le dernier, donc c'est celui qui était sorti un peu après coup, là, Star Shatter Arsenal. Tout à fait. Donc ça c'est un le dernier en fait Oui, euh, de sorti par GV pour Noël. De nouveau, on va retrouver cette mécanique de les unités ont +1 pour toucher au tir et au corps à corps lorsqu'elles ciblent des unités adverses présentes sur un objectif. ok. Donc là, déjà rien que ça, on apprécie, c'est un boost de létalité. Et en plus, on a ce qui est toujours très intéressant à 40K, un surgain de mobilité via la règle assaut pour les unités véhicules et montées. Donc ça c'est toujours appréciable. Et la pool de stratagèmes qui est aussi agréable via des réductions de dommages, des réductions à la blesse pour les véhicules, euh, pouvoir traverser des murs par exemple avec le roi silencieux, enfin un mouvement réactif, etc. Enfin c'est assez une bonne toolbox, très versatile, ce qui en fait un des deux meilleurs détachements actuellement dans les scènes compétitives pour le Necron. Ok, nickel. Bon, bah comme ça nous peint déjà une bonne image de ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce codex. Ensuite, bien évidemment, pour jouer tout ça, il faudra des datasheets. Alors, le codex Necron, c'est un codex qui a déjà un certain âge, ce qui fait qu'il a déjà beaucoup de datasheets. À l'inverse, par exemple, du Votan qu'on a vu la semaine passée, qui a très peu de datasheets. Du coup, ce sera pas forcément nécessaire d'aller dans le détail sur chacune de ces datasheets. Néanmoins, on va juste quand même en parler parce qu'elles existent. Et par contre, si on est sur des entrées un peu plus intéressantes, tu peux sans autre nous parler un petit peu plus du jeu qu'on pourra mettre autour. Donc le plus simple est de les prendre dans l'ordre, en commençant un petit peu comme elles sont présentées dans les applications pour faire les armées, en commençant par les personnages. Donc on va retrouver au début le Deceiver, le Nightbringer et le Void Dragon, là, les Ctans. Oui, alors les Ctans, c'est toujours sujet à vif débat. On a les pros, les anti, on va dire. Enfin, je pense que c'est pas une mauvaise datasheet. C'est une datasheet qui va orienter le style de jeu. Elle a des avantages, elle a des faiblesses. Il va falloir jouer avec. Euh, on a 4 Ctans, le générique. euh, Oui, qui en fait peut se téléporter lorsqu'il fait un mouvement d'advance. Donc ça c'est toujours agréable en fait d'avoir ce type de datasheet avec un gros profil endurant qui tape relativement fort, on va dire, contre tout ce qui est infanterie et infanterie d'élite. Il va avoir de la peine contre les gros body type véhicule, gros endu. Mais pouvoir concentrer une puissance de feu mobile, par exemple avec 2 Ctan, comme ça, qu'on téléporte sur un flanc, c'est toujours appréciable. Ça peut être un style de jeu qu'on peut voir. Ensuite, si on va sur les persos nommés, on peut éliminer directement le Deceiver. mhm. Euh, il coûte cher, il fait pas grand-chose en termes de létalité. C'est un peu dommage. Enfin, je pense que en tunnant un peu cette datasheet, on pourrait le rendre vraiment intéressant. Mais actuellement, c'est pas le cas. Si on prend les deux autres, donc le Nightbringer et le Void Dragon, ils sont des rôles assez similaires. C'est vraiment en fait des monstres d'interdiction de zone qui vont permettre en fait d'arriver en contre-attaque. Faut savoir qu'en fait le défaut principal de ces persos nommés c'est la mobilité. Ils ont seulement un mouvement de 6 avec vol et ne passent pas à travers les murs. Donc ça va être des unités de support, ça va être très très difficile de lancer un assaut avec. C'est pour ça que souvent on va les voir entourés d'unités un peu écran, en termes, on appelle ça un peu enclume marteau, où on a l'enclume qui sera un pack de spectres par exemple, remplit très bien ce rôle, et derrière Papa, Nightbringer ou Void Dragon qui va arriver en contre-attaque ou en Heroic Intervention pour faire la police. Ok, Donc c'est un peu le playstyle qu'on va voir. Faut quand même faire attention, ils sont sensibles en fait à la saturation, donc dès qu'il y a du lethal hit à haut volume avec des rerolls ou beaucoup de mortels qui sont infligés, malgré le fait qu'on a une 5+ Feel No Pain, on n'a que une 4+ invulnérable,
Donc ils peuvent vite devenir sensibles avec leurs 12 PV. Ok, oui. Ouais, c'est vrai que 12 PV, si on compare par exemple à d'autres listes qui ont tendance à jouer des gros tons qui coûtent 300 et plus, on va dire, comme par exemple tout ce qui est Imperial Knight, Chaos Knight ou les démons, 12 PV, ça a l'air léger à côté. Mhm. Surtout, C'est il n'y a pas une 2 plus avant la 4 plus invul, quoi. c'est Effectivement. ça. En fait, ils se débrouillent très bien contre les gros tirs à beaucoup, enfin qui ont beaucoup de dégâts. Typiquement, un dégât 4 ou un dégât 6 va être divisé par 2, c'est la Mhm. règle du Cthulhu. Là où on va avoir plus de problèmes, typiquement contre les Knights, où ils arrivent avec des dégâts 8 ou 8 plus des 6, là ça redevient problématique vu Mhm. en fait, le haut volume que ça a. Mais je dirais c'est une unité intermédiaire, il faut la protéger, la Mhm. sortir au bon moment pour infliger un dégât. Ok, alors, du coup, on va passer sur la suite. La commande barge, un intérêt? La commande barge a un intérêt de support dans certains détachements. Euh, en, en dehors de ces détachements, elle a peu d'intérêt. En fait, la commande barge, sa fonction primaire va être donner +1 en OC aux unités Necrons et Anticipa. Donc, en fait, là où ça devient intéressant, c'est sur des briques de spectre. Les faire passer à OC3 pour aller tenir, par exemple, juste mettre 2 spectres et faire son petit cordon derrière un mur. On remarque qu'avec 2 spectres, on a déjà OC6, donc la majorité des petites unités d'escarmouches qui Oui. ont OC jusqu'à 5 ne viennent plus contester ou reprendre l'objectif. Donc ça sert notamment à ça, ou si on prend un build particulier avec des guerriers Necrons en Awakened Dynasty, faire passer une brique de 20 guerriers à OC3, on remarque très vite que c'est très fort. Et même s'ils sont Battle Shock, le fait de donner +1 en OC, bah, ils vont être 0 +1, donc quand bien même ils sont Battle Shock, ils auront de l'OC pour tenir l'objectif. Et le deuxième support que ça donne, c'est une fois par partie, une unité infanterie 6 pouces pourra faire un jet de protocole de réanimation à D6 via l'orbe de résurrection. Donc c'est un petit bonus. Si on a eu une grosse phase de. euh, Si on a reçu une grosse phase de tir ou de corps à corps et qu'une unité est dans un piteux état, on peut vite se régénérer grâce à ça. En dehors de ça, elle va faire, on va dire, elle a peu de potentiel offensif, que 4 attaques de force 8 au corps à corps, c'est Mm. peut-être juste en contre-attaque pour tuer, je sais pas, par exemple, 5 Warp Spider qui traînaient dans le coin, mais en dehors de ça, c'est pas très intéressant, enfin, pour le corps à corps. Ok, d'accord. Le Chronomancer. Le Chronomancer, c'est de nouveau une bonne unité de support qui vient améliorer les, l'unité qu'elle va joindre. Souvent on va la mettre dans les guerriers ou comment ça s'appelle, les immortels. La grosse force c'est de pouvoir faire en fait du Fire and Fade inné. Donc on va tirer, on va sortir, on va tirer, on va se cacher. Ça va être notamment utilisé pour les grosses briques de 10 immortels. Pouvoir faire des gros tirs de saturation avec du Tesla et repartir se cacher, ou en potentiel offensif, bouger, tirer et ensuite venir avec les mouvements de 5 pas encore avancer et contester un objet avec l'OC qu'on a. Ça va être notamment utilisé dans les briques de 20 guerriers où on gagne en fait cette mobilité. Par exemple, on peut donner arme d'assaut aux guerriers, on se rend compte qu'on a 5 de mouvement, plus le D6 d'advance, plus les 5 encore de mouvement automatique du Chronomancer. Donc ça fait vite des bonnes portées pour disséminer en fait nos guerriers au C3 sur le board en termes de prise d'objectifs et de terrain. Oui, oui, donc un perso qui va buffer la mobilité et la projection, quoi, ça. Et il va Ouais, donner aussi un petit potentiel défensif avec le -1 pour être touché ouais, au tir et au corps à corps. effectivement. Ce qui fait quand même changer quelques stats. Ok, tip top. Le X-Mark, on en avait vu quelques-uns au début, il me semble maintenant plus trop. On en voit de temps en temps, enfin c'est pas une unité qui est obligatoire, elle a toujours son rôle à jouer dans certains match-up, elle est toujours agréable. Le fait d'avoir du lone-up plus du Reactive Tier Overwatch gratuit
et à 2+, on touche à 2+. Ça, c'est typiquement le genre de profil que le joueur Eldar n'aime pas du tout, que ce soit Drukhari ou Eldari. Avoir 6 tirs, touche à 2, force 6, -2, ignore cover. C'est toujours pénible, c'est l'on-up, on peut vite le mettre sur un point, au centre par exemple, bah, comme le lieutenant Space Marine, pour venir un peu faire des actions, lancer un peu les trades. Ça peut avoir certaines utilités, mais c'est, j'irais B. On verra plus tard le classement des Ouais, unités. ça marche. En Suisse, donc pour Zeras. Zeras aussi, il va avoir une utilité dans certains builds, certains détachements et d'autres pas du tout. Euh, on a l'impression qu'il a une force offensive avec des tirs de force 9, un dégât au corps à corps de force 9, des dégâts à 3, etc. Mais dès qu'on regarde la datasheet, on voit qu'il touche à 3+, ce qui en fait on va dire un caractère assez peu fiable pour aller de manière sereine attaquer des unités. Et en plus, il a un faible volume d'attaque. Là où il va briller, c'est vraiment par sa résilience, un peu une enclume. Il a OC3, sauvegarde à 2+, un vue à 4, Finop à 4. Donc ce qui nous permet en fait de le mettre sur un objectif, par exemple, et de tirer l'adversaire. Bah maintenant, viens mettre des ressources, sinon je tiens l'objectif avec mon personnage. Ça peut être une utilisation. Ou l'autre utilisation, c'est de par les buffs qu'il donne au Battle Line. Il va donner en permanence au guerrier Necron ou aux immortels armure du mépris, donc -1 Mhm. pour, à la À la PA des armes PA, ouais. adverses. Et ce qui en fait quelque chose de très pénible quand on combine ça avec le couvert, si l'adversaire n'a pas ignore couvert. Bah, la plupart du temps, on va sauvegarder à 4+, avec des guerriers Necron, voire même à 3+, suivant comment, si on a le couvert. Ok, ok, d'accord. Ok, alors intéressant. Ensuite sur Imhotech. Imhotech, c'est peut-être le perso le plus versatile, parce qu'en fait, il a pas d'utilité particulière si ce n'est de donner plus un CP, heu et d'être, enfin, déjà juste ça, c'est cool. Plus un CP par tour gratuit, il coûte 100 points, il se débrouille, bien au corps à corps contre les petites unités de trade. Hem et une fois par partie, il peut infliger des mortels, dans un rayon de 12 pouces. Donc rien à dire, juste un personnage, versatile, qui donne des CP. Ne serait-ce rien que pour son CP à 100 points, c'est déjà intéressant, ouais. C'est ça. C'est vrai que si on regarde par exemple les Death Guard qui ont accès à ça pour la moitié du prix, et les Tyrannides qui ont accès à ça pour plus du double, bah au final 100 points c'est un bon middle ground pour avoir un CP gratuit par tour, quoi. C'est ça. Bah, en Euh, plus, enfin, oui, comparé à la Discord, c'est que le CP est assuré, c'est pas sur un oui, rôle de oui, 7+. effectivement, Donc oui. là, c'est fiable. Et en plus, on se rend compte que avec le détachement Awoken Dynasty, il peut revenir à la vie. Donc s'il mourait, hop, on le régénère et on regagne bah, nos CP le tour suivant, ce qui force l'adversaire à devoir le gérer encore une fois. Exactement. Après, le Locust Lord, donc c'est un leader celui-là. Le Locust Lord va être utile seulement si on va jouer une brique de Sea Destroyer. On en voit assez peu dans le méta. Sa caractéristique, c'est qu'il va donner un critical hit à 5+ à l'unité de destroyer. Donc le lethal hit va être à 5+. Et la capacité des destroyers en combinaison avec ça, c'est qu'ils peuvent reroll pour toucher un adversaire qui est sur un objectif et la cible la plus proche. Donc lethal hit à 5+ et full reroll, c'est toujours une bonne combo, notamment sur les grandes endurances. Oh, Mais ça reste une application très niche parce qu'en fait c'est conditionné, de mon point de vue, à l'utilisation d'une grosse brique de 6 destroyers ou de 3. De temps en temps on voit les 3 Heavy Destroyers avec le N mythique Annihilator, c'est-à-dire 12 tirs à 18 pouces de force 6 -1, 1 dégât, sustain 1. Donc si on fait des stats avec la reroll, on arrive vite à du 54 touches, des trucs comme ça. hmm. Donc on voit que c'est plus des moissonneuses batteuses à, à- à petites endurances, typiquement garde impériale, les gros blobs de garde impériale, de l'orque, tout ce genre de trucs. Euh,
Le Marine, c'est un peu plus compliqué pour les Heavy Destroyers avec le N mythique. Mhm. Ok, ok. Ensuite, pour Orican. Hurricane, le devin. Alors là, de nouveau, en fait, c'est assez paradoxal parce que souvent, j'ai envie de dire, les persos Necrons sont très conditionnés euh, euh, à leur utilisation avec un détachement et une datasheet en particulier. En fait, souvent ça va de pair et ils sont indissociables. On a moins cette versatilité qu'on voit chez les marines en Mhm, général. On peut sortir une datasheet avec une autre et là c'est très conditionné parce qu'il y a des combos qui se forment dans le codex Necron et qui vont en fait démultiplier la puissance des deux unités. Et Hurricane, c'est typiquement un exemple où en fait sa caractéristique c'est qu'il va donner une 4+1 vue à son unité. On se dit bah c'est cool, mes immortels ils ont 4+1 vue, mais de toute façon si l'adversaire il met le paquet, bah, il va les one shot. Là où ça devient intéressant c'est quand on a une brique de 20 guerriers, c'est-à-dire 20 bodies, plus encore les potentiels cryptotrals qu'on va mettre avec, plus la résurrection, etc. qu'on va avoir, on va se rendre compte que c'est une unité qui a toujours invulnérable à 4, peu importe ce qui lui arrive dessus, euh, plus encore les divers bonus que j'ai expliqués pour d'autres personnages, mhm. et tout cumulé ensemble, ça va faire une unité qu'on doit tuer en one shot ou qu'on ne tuera jamais. Et en fait, Orican, le devin, va être présent que dans ce type de build avec 20 guerriers. Personnellement, je l'ai jamais vu ailleurs Mhm. que dans cette situation. Et puis du coup, ce sera aussi un peu dépendant de la méta qu'on aura en face de est-ce que les gens sont dans une optique où ils se préparent à sortir de façon fiable des très grosses briques ou pas. Et à ce moment-là, ça peut Tout peut-être à fait. aussi décider si on le prend ou pas. Ensuite, on aura les deux Overlords, avec ou sans le Shroud là. Les deux Overlords, donc la différence majeure, c'est un permet de faire une advance auto à 6. Ouais, à 6, exact. Donc ça c'est celui avec le translocation beam. Et l'autre, il n'a pas cette capacité, mais il a accès à une arme de corps à corps de force 12, dégâts 3, ce qui est assez rare chez le Necron. Euh, En dehors de ça, donc c'est est-ce qu'on veut la mobilité via une advance auto à 6 ou est-ce qu'on veut le dégât 3 au corps à corps à choix. Ensuite, ils ont un petit support qui est l'orbe de résurrection, donc comme la barre qui va permettre une fois par partie de trigger une résurrection, protocole de résurrection amélioré en fin de phase. Mhm. Et dernier point, c'est qu'ils ont un rôle de support pour les CP comme le Capitaine Space Marine, qui va permettre d'utiliser un stratagème à -1 CP. Donc là, de nouveau, ça va conditionner. Est-ce que on a des détachements dont la pool de stratagèmes est intéressante pour pouvoir user et abuser de cette capacité et sauver des CP tout au long de la partie? Ok, ok. Donc en fait, plutôt une datasheet intéressante en ce moment. Je dirais c'est une datasheet intéressante. Je la mettrais tier B par exemple. Elle, Ok. elle va être quand même très conditionnée par le détachement, les stratagèmes accessibles et aussi enfin, quelle est l'utilité. Est-ce qu'on a besoin par exemple d'avoir une brique mobile où on veut des immortels avec armes d'assaut qui vont bouger de 5 de base, plus auto 6 en advance, plus encore 5 après avec un chronomancer. On voit que ça fait 5 plus 6 plus 5, 16 de mouvement en un tour, ce qui est toujours agréable. Ok. Ok. Je dirais, au choix du joueur, qu'est-ce qu'il veut. C'est vraiment un capitaine de support pour une unité. Elle n'est pas nécessaire, elle est agréable à avoir dans l'armée. Ok, nickel. Après, on aura le placement de sœur. Le Placemancer, c'est peut-être l'unité la plus technique. Euh, il va trigger durant, si je ne me trompe pas, c'est au début. Ouais, ça doit être au début d'une phase. N'importe quand au début d'une phase, on peut trigger un Battle Shock Test sur un adversaire à 18 pas, sur une unité adverse à 18 pas, avec un malus de -1. On n'a pas besoin d'être visible, donc ça c'est très fort. Et en fait, je dirais à niveau débutant ou intermédiaire, c'est
pas forcément une datasheet qui va briller. On va plus chercher des datasheets qui ont plus de output, de dommages, etc. Mais à très haut niveau, dans certains builds, ça peut être intéressant parce que on va dire à l'adversaire, oui, mais en fait, ton unité, t'as un stratagème de React Move, bah moi je vais à chaque tour te dire, t'as un Battle Shock Test à -1, et bah si tu le rates, souvent, comme tu as commandement 6, -1, 7, bah, c'est 42% chance de le rater quand même. Et bah, ça va arriver peut-être 1 ou 2 fois dans la partie, potentiellement au tour où on veut, et ça va forcer en fait l'adversaire à faire des choix, des décisions, ou si on prend l'exemple d'une brique de 20 Berserk World Eater, le Surge Move ne peut être fait que si l'unité n'est pas Battle Shock. Mhm. Ben, si on trigger un Battle Shock test, que l'autre le rate, c'est tout à notre avantage, et je dirais, si on a 55 points qui nous restent dans une liste, plutôt que prendre un solo single, enfin Heavy Destroyer avec un gros canon, ben prenez ça et faites les tests, vous verrez que peut-être ça peut vous sauver quelques coups dans une partie compliquée. Mhm. Ouais, ouais, effectivement, surtout que c'est vrai que dès qu'il commence à y avoir des malus sur les Battle Shocks, ça change énormément la probabilité qu'il passe, quoi. Ça fait des grosses différences de faire ces Battle Shocks par exemple, à 6, 7 ou 8, quoi. Ça change vite du tout au tout. C'est ça. Après, on aura les psychomanceurs. Euh, Ah, pardon. J'ai Ah, confondu t'as Psycho. inversé les deux? Oui, ouais, Ok, j'ai inversé alors. les deux. Alors, du coup, là, on a Donc répondu là, pour le je viens de parler psycho. du Psychomancer et Ok. le Plasmancer. Sorry. C'est celui qui va donner le Critical Hit à 5+ à son Oui. unité. Donc là, de nouveau, c'est toujours agréable. Souvent, on est en écran, on voit que les armes Gauss ont du Lethal Hit ou les armes Tesla du Sustain Hit. Donc le pouvoir le trigger à 5+, c'est fort. Et si en plus, de par des règles diverses ou des stratagèmes, on a accès à de la reroll pour toucher, on connaît tous l'histoire, létal ou sustain à 5+, en full reroll, c'est monstrueux. Donc enfin, c'est un bon boost, on va dire, offensif. Et lui-même, il a une mini grenade en 10 mai. On n'a pas besoin d'utiliser un CP. On cible l'unité adverse dans un 18 pas, on lance 4d6 et chaque plus va infliger une mortale à l'unité ciblée. Donc c'est un petit boost sympa. On envoyait pas mal en canoptech courte, c'était sympa parce qu'on avait une combinaison de plein de specs qui faisaient des mortels, plus encore des placements derrière qui font encore des mortels. Donc ça faisait un cumul assez intéressant. Là, combiné à la hausse des coûts en points, souvent on a moins, on est moins incité à aller le chercher, mais je dirais dans certains builds particuliers, il a toujours son utilité. Ok, nickel. On va passer sur les Royal Warden. Alors, le Royal Warden, sa son ability, ça va être de pouvoir, désengager, tirer et charger avec son unité. Mhm. Et là, c'est encore l'exemple typique, d'un perso, qui va être associé à une seule unité. Faut savoir qu'il peut rejoindre soit les immortels ou, les guerriers. La seule utilisation que j'y vois ou que j'ai vu de toutes mes parties, c'est dans un gros blob de 20 guerriers, ce qui va nous permettre en fait d'avoir cette brique, on dit mais immortelle sur la table, n'est jamais tag au corps à corps, Oui. qui pourra se désengager, aller sur un objectif, tag d'autres unités derrière les battle lines, etc. Donc il va vraiment apporter euh, ce gros soutien et cette flexibilité à ce genre de liste. En dehors de ça, je vois pas l'utilité du perso. Ok, d'accord, ça marche. Après, bon, le Scorpec Lord envoie un peu vers où il se dirige. Exact. Le Scorpec Lord, c'est peut-être aussi un des persos les plus versatiles de la liste. Ça reste un ton moyen, 7 PV, 7 d'endu, une quête plus un vue, qui tape à force 10, moins 3-3, et qui fait des touches d'impact en large. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Il coûte pas trop cher pour ce qu'il fait. Euh,
je dirais, enfin, ça reste un perso à tiers. Mhm. euh, Rien de plus à ajouter, si ce n'est qu'il est bien, qu'il fait le taf. Ok, nickel. Du coup, il nous en restera encore quelques-uns. Là, le Technomancer. Peut-être juste un dernier point sur Oui, le Scorpic ouais, Lord. bien sûr. Là où il brille particulièrement, c'est dans le détachement Awakened Dynasty, donc un des deux meilleurs détachements Necron, où là on a un enhancement qui lui donne une Philopane à 4. Et on voit que cumulé avec le stratagème que je mentionnais qui permet de ramener à la vie un personnage une fois par partie, on a quand même cette 1 vue à 4, Philopane à 4, 7 PV. euh, donc on doit investir des ressources pour le tuer. Et il peut revenir à la vie et derrière recharger, refaire des touches d'impact, etc. Donc ça reste un bon personnage qui devient encore meilleur dans ce détachement. Ok, nickel. Alors, du coup, pour le Technomancer. Le Technomancer, aussi un des meilleurs persos Necron, de nouveau un perso de support. Il va donner une 5 plus Philopane à l'unité qu'il rejoint. Historiquement, ils pouvaient rejoindre aussi les Lich Guard et leur donner une 5 plus Philopane. Ça, c'était durant la période Index, ce qui faisait des Lich Guard d'unités très intéressantes. Vu qu'on a plus du multi-PV avec Philopane à 5, là c'est plus possible. Donc la seule utilisation qu'on a actuellement, enfin la plus intéressante peut-être, c'est dans une brique de 6 spectres, où là on a ce cumul d'un vue à 4, des body à 4 PV et du Philopane à 4. Donc tout ce qui est multi-dégâts, typiquement dégâts 3, dégâts 4, on va pouvoir encaisser plusieurs tirs ou attaques au corps à corps avant d'avoir un spec qui tombe. Donc ça permet déjà de sensiblement diminuer le output qu'on subit. Et ouais, enfin ça reste un très bon personnage juste pour ça. Et aussi une petite ability qu'il a, c'est de pouvoir redonner un des 3 PV à une figurine unique dans un rayon de 3 ou 6 pas durant la phase de mouvement. Donc ça c'est aussi un bon support, soit pour ramener à la vie les spectres, vu qu'ils ont 4 PV. Donc on a à la fois le protocole de résurrection, plus potentiellement des stratagèmes pour encore ramener des spectres à vie, plus encore ceux des 3 PV. Donc ça fait vraiment une brique endurante. Ou alors soit un Ctan qui traîne par là et qui a subi des PV. Et on se rend compte que un Ctan qui se soigne de 1 des 3, plus 1 des 3 si le réanimateur traîne dans le coin, on viendra sur la datasheet plus tard, plus encore 1 des 3 grâce au personnage, donc ça fait 3 des 3 en un tour, ça reste très pénible. Ça commence à bien s'empiler en plus de permettre de se déplacer un peu avec les rip-hop. Ok, d'accord. Ensuite, bon, forcément, le grand seigneur, le Silent King. Je pense qu'on l'attendait tous. Oui, C'est aussi un personnage emblématique. Je pense qu'il est très versatile. On le peut voir dans plein de détachements. Euh, Typiquement en Phalanx, enfin, je disais que c'était un mauvais détachement, mais dans ce détachement, enfin, il a un petit quart de létalité vu qu'il a un plus 1 pour blesser. Enfin, il s'adapte à tous les détachements, il va donner ses bonus. Euh, Historiquement, il avait aussi un bonus qui permettait d'ignorer les malus. Maintenant, c'est transformé en plus 2 en mouvement. Donc, on va dire que c'est un side. C'est à la fois un malus bonus. Là où on perd beaucoup, c'est plus dans certains match-up où on avait besoin de cet ignore malus. Enfin, typiquement la Death Guard, où là on nullifiait totalement la règle d'armée. Ou typiquement contre d'autres. C'était quoi? Dégâts divisés par 2 ou des armures du mépris, etc. Ça permettait de outrepasser ça. Maintenant, on va gagner plus en mouvement, ce qui est vraiment appréciable aussi en écron, parce que la plupart de l'infanterie a mouvement 5 ou 8 pour les grosses pièces. Et avoir des Ctan, enfin qui était leur faiblesse, de bouger de 6, qui maintenant vont bouger à 8. Pardon, oui, c'est de 6 plus de 8. Euh, on va dire tout mouvement gagné dans ce jeu de positionnement et de prise d'objectif est bon à prendre. oui. Donc, la datasheet en lui-même, elle est cool. Elle a des gros tirs, de gros tirs avec les menhirs. Elle a un corps à corps intéressant. Il faut quand même faire attention parce que du moment où on perd les menhirs, on perd les gros tirs. Et les menhirs, en fait, c'est quand même dur à les réanimer parce que 2 fois 5 menhirs, 2 fois des menhirs à 5 PV, ça fait 10 PV.
On réanime pas comme ça 10 PV, donc ça va prendre un ou 2 tours Mmh. si on n'a pas subi d'autres attaques. Donc en fait, dès qu'on a perdu les menhirs, les dégâts au tir, chutent drastiquement et en plus, maintenant qu'on a plus ignore, malus, une fois que la datasheet arrive, faible, dans les PV, elle a, les dégâts non pas pardon, pas les dégâts, les attaques divisées par 2. Donc en fait, tout s'effondre un peu de manière dramatique. Donc la datasheet est très forte parce qu'elle est à full PV et devient un peu misérable, à faible PV. OK, Faut faire attention à ça. d'accord, OK, effectivement. Après, les menhirs ont quand même un petit peu l'avantage de casser les séquencements de dégâts. C'est S vrai. Par exemple, quand il y a un menhir qui se remonte à 1 PV, c'est souvent un peu pénible parce qu'on va vouloir mettre un gros tir et puis ça va juste faire retomber le menhir qu'on vient de détruire, ça, c'est peut-être aussi un avantage dans l'autre sens. 100. Totalement. Alors après le Ctan générique, on en avait déjà parlé, et puis il reste juste encore Trazyn, au niveau des Trazyn, persos. je pense que je vais pas faire long. Son seul avantage, c'est qu'il donne, Sticky Objo à l'unité qui lead Mmh. et franchement, c'est pas vraiment en fait le bonus qu'on veut chercher chez les Nécrons. Soit on tient l'objectif, on est vivant, ou soit on le tient plus, on est mort et on a perdu. En général, c'est un peu ça le Nécron. Mmh. Et en plus, en lui-même, le perso est pas foufou, donc OK. on peut passer sans Puis autre. c'est vrai que généralement on aime bien avoir du sticky sur les choses les moins chères possibles plutôt que sur un C'est gros ça. blob, quoi. OK, alors ça Et va. c'est dommage parce que, enfin, dans le Hein? lore, enfin, c'est quand même, un personnage intéressant. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire, mais C'est lui je pense, enfin, qui fait une collection de reliques là ou bien? tout à fait. Ah, c'est lui, ouais, 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 c'est vrai qu'il est C'est assez lui, ouais. marrant lui, il a pas mal d'interactions avec les autres armées. J'espère qu'ils vont retravailler la figue et la datasheet pour la prochaine version. Ouais, exactement. Ensuite, bon, Battle Line, il y en a deux, c'est les immortels et les guerriers. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Alors ça va être en fonction des playstyles, je pense. Ça va être en fonction des playstyles et des détachements. Donc je vais commencer par les guerriers. De mon point de vue, il n'y a qu'une seule façon de les jouer, les guerriers, c'est une brique de 20 avec un bonus défensif lié à l'ajout d'un perso ou de deux persos à l'intérieur de l'escouade. J'ai parlé préalable de Hurricane le Devin qui va donner une 4+, un vue à toutes les squads, Hmm. euh, un bonus défensif de base, euh, 20 persos, enfin 20 infanterie avec 4+1 vue, difficile à tuer, de la régénération. De mon point de vue, c'est la seule façon de jouer les guerriers. Ok. Et on va retrouver cette version notamment en Awaken Dynasty, où là on peut cumuler plusieurs types de bonus ensemble, ce qui vont faire une unité très pénible à tuer. Où on va retrouver potentiellement la brique de 20, là où on va pouvoir avoir du full reroll pour toucher, parce qu'ils ont Lethal Hit, et si on se rappelle que on prend le placement sœur, quand on a du Lethal Hit à 5+, avec 40 guerriers qui ont 2 tirs chacun et du full reroll, même si on a un Knight en face, ça va faire beaucoup de blessures avec la PA -1, voire -2, si on a Illuminor Zeras qui traîne à proximité. Donc ça fait une bonne unité de saturation, mais en dehors de ça, peu d'utilisation en guerrier. Ok. Tac tac tac. Donc du coup par rapport aux immortals, c'est bon aussi ou bien tu voulais... Les Immortels, oui, je pense qu'on peut quand même en parler. Euh, Ça va être une datasheet en envoyé par 5 pour faire des actions, mais c'est pas un truc qu'on voit souvent, bien peut-être juste pour tenir son objet chez soi. C'est 75 points, c'est pas trop cher. Souvent on les voit par 10 en Tesla, Oui, ce qui permet en fait d'avoir avec du full reroll ou des, les- des critiques à la 5+, un volume de tir assez conséquent, oui, et ça va être une unité axée anti-masse, oui. parce qu'ils ont aussi un reroll pour blesser cette unité est sur un objectif. Donc un gros volume de tir, force 5, reroll pour blesser, ce qui va les mettre, enfin les positionner de manière très efficace contre de l'orc, de la horde à gérer tout ce qui est sauvegarde à 4+, et au-dessus. Mhm. Par contre, contre les cibles à sauvegarde à 2+, Ah, ça fait rien. ils deviennent, voilà, ils deviennent inutiles. Ouais.
Ok, nickel. Donc voilà, ça c'est les deux battle lines qu'on a à choix. Sinon, il n'y a qu'un seul transport dédié, c'est la version de transport de l'Arche. Ça veut pas dire que c'est la seule figurine qui peut faire du transport, mais en termes Mhm. de Battlefield Role, c'est la seule. Il me semble pas en avoir trop vu depuis le début de ce V10. Effectivement, c'est de nouveau le cas de ce genre d'unité qui est conditionné à un build particulier en combinaison d'une autre unité en particulier et qu'on va retrouver, qu'on a déjà vu avec les personnages et là qu'on va revoir pour ce transport. En fait, on va pas le prendre pour sa capacité de transport, ce qui est un peu paradoxal pour un transport assigné, mais Mhm, pour son habilité de trigger en fait une fois par tour de joueur durant n'importe quelle phase. Je crois que c'est n'importe quelle phase ou la phase de tir au corps à corps à vérifier dans les règles. mhm, Mais on peut trigger un protocole de résurrection par tour de joueur. mhm. Et quand on cumule C'est ça avec ça, la encore un de résurrection du plus. début du tour, les stratagèmes, les orbes de résurrection et ce transport, euh, ça fait beaucoup de résurrection en un tour. Mais en dehors de cette application, on la voit jamais. Ok, d'accord. Sinon, j'ai mis qu'il y avait une fortification, hein, comme ça on pourra pas me dire que j'ai pas mis toutes les datasheets. Après, bon, les fortifications C'est ont encore toutes le juste. même problème, hein, c'est que ça ne se déplace pas dans un jeu qui est misé sur le déplacement. Tu sais ce qu'elle fait comme ça de tête ou même pas? Non, en fait, je vais prendre le temps de la fortification, je vais laisser 30 secondes pour juste préciser encore sur le Oui. transport. Ah oui. Euh, pourquoi est-ce qu'on le voit pas? C'est qu'en fait, il peut transporter que des warriors. Hmm, Et bah, c'est un peu dramatique parce que les warriors sont capés à 10 places à l'intérieur. Et j'ai envie de dire qui a envie de mettre 10 warriors qui vont rien faire. Autant quand on a un rhino, on peut mettre, je ne sais pas, des Space Marines, quelque chose qui est efficace, qui a de la projection, qui va taper au corps à corps. 10 warriors dans un transport, qui plus est, coûte cher pour ce qu'il fait. C'est pas très intéressant. Et enfin, si ils ouvrent l'accès de ce transport aux immortels et aux autres unités d'infanterie, je pense qu'on le verrait plus sur la table. ok, Voilà. nickel, ça marche. C'est vrai, ouais, bon, on aura envie de les jouer par 20. Alors, sinon, donc pour le reste, donc là, il y a certaines unités dont on aura déjà commencé à parler en parlant des personnages qui les lead. Mais venons rapidement sur tout ce qu'on va trouver d'autre dans le codex. Donc, on a la version Mhm. annihilation de la barge. On va skip assez rapidement. C'est une barge de tir en mode Tesla. Mhm, Elle a pas de PA. mhm, C'est pas vraiment intéressant. Ça va faire de la saturation à force 8. Rien de plus. Je ok. l'ai jamais vu sur une table, vraiment. Très bien, ça me va comme ça. C'est vrai que la PA 0, c'est quand même très limitant, j'ai envie de dire dans la méta actuelle, mais même de manière générale, quoi. Alors passons directement sur... Donc j'ai mis toute la famille Canoptech pour pas réécrire à chaque fois Mmh. le mot, hein. Donc le premier, le Doomstalker, donc c'est le tripode version tir, c'est juste? Exactement, Ok. c'est, la guerre des mondes, le gros canon, il tire. C'est une data sheet qui va être associée à un détachement en particulier qui va être la canoptech courte. Faut savoir qu'en fait, de base, en fait, elle a un gros défaut cette datasheet comme tous les canoptech, c'est que les canoptech touchent la 4+, Oui. et ce qui en fait, des unités, peu fiables. Et il va subir un énorme boost dans le canoptech courte, c'est de pouvoir accéder à du full reroll pour toucher, sous certaines conditions bien sûr, mais qui sont très, très facilement accessibles. Et en fait, avoir un body à 12 PV, un vue à 4, full reroll pour toucher à 4+, c'est intéressant. C'est, je dirais, la plateforme de tir standard qu'on voit dans le Canoptech. Juste dommage qu'elle ait pris quelques coups en point, enfin, Ok. je trouve, qui est assez peu justifié quand on compare à un prédateur du chaos qui coûte le même montant. Ok, nickel. Après, donc la version Reanimator, ça, on sait que ça sera, bah, ça rentre dans la combo qu'on a envie d'avoir, quoi, en gros. Je dirais le Reanimator, si on fait un classement des unités Necron, c'est un peu S tier. Ok. C'est en fait la règle d'armée qui est améliorée. euh, tout ce qui va être apporté va en bénéficier en termes de résilience.
et pour les stratagèmes vont être renforcés par sa présence parce qu'on reading tout simplement mieux. Et aussi lui-même, avoir 6 PV, Feel No Pain à 4, ça reste très pénible. Et en plus au C3, donc un Rhino ne peut pas venir simplement nous contester l'objectif, ce qui force à mettre plus de ressources, etc. Une unité, je dirais, de base, avoir au moins un exemplaire dans toutes les armées, c'est agréable. Ok, nickel. Les scarabées, est-ce qu'ils ont une utilité? Les scarabées ont une utilité en combinaison avec les cryptech. Donc, lorsque une unité de scarabée est à 6 pas d'un cryptech, elle passe de OC0 à OC1. Ok, Et faut savoir que pour faire une action, il faut avoir de l'OC. oui. Donc, en fait, ils vont avoir cette utilité un peu scrimish, sacrifiable, de pouvoir aller au centre, faire une action avec juste une unité qui coûte 40 points Mhm, et faire sa petite ligne de 3 nuées qui vient toucher les 6 pas de portée du cryptech qui est caché derrière une ruine, par exemple. mhm. Donc, faire des actions sans s'exposer, etc. Typiquement, les actions à faire en milieu de table. Exactement. Ouais, et puis c'est vrai que mine de rien, les 3 socs, ça fait qu'ils ont quoi? Ils ont 9 ou 12 PV, je sais plus. 12, je crois. 3 x 4, 12. Ouais, c'est ça. Il faut quand même juste avoir assez de volume pour les sortir. Donc, par Mhm. exemple, je sais pas si une squad de scouts Space Marines, par exemple, est-ce que ça sort les 12 points de vie? Par exemple, seulement au tir? Pas forcément? Au tir, impossible. Ouais. Au corps à corps, je dirais des scouts normaux, non. Des scouts Bout Angel, oui, il y a possibilité. Donc il faut quand même les sortir malgré le fait qu'ils coûtent rien, quoi. Alors ensuite, on va arriver sur la Spider. La Spider, euh, c'est une unité de support qui est de mon point de vue un peu ratée. Je pense qu'elle a qu'une utilité, ou deux plutôt, c'est premièrement accompagner le roi silencieux. Elle va donner une no pain à 6 plus au véhicule, et le roi silencieux est un véhicule, donc si on centralise toute sa liste autour de lui, c'est un bon apport qui va permettre de grappiller quelques PV tout au long de la partie. Hmm. Et aussi qui va donner une 5 plus Philopane au roi silencieux contre les toutes mortelles. Donc tout ce qui va être grenade, touche d'impact. Et de nouveau on va ajouter de la résilience. Donc ça c'est la première utilisation de support. Et la deuxième utilisation de support, ça va être dans ce fameux blob de 20 guerriers, un vue à 4, où de nouveau la seule faiblesse c'est les mortels. Et le fait d'avoir 5 plus Philopane compense ça. Mais en elle-même, la datasheet est assez pauvre, elle bouge de 5, ça tape mou, ça touche la 4, c'est pas très intéressant. Ok, ouais, c'est vrai que cette touche à 4, c'est assez handicapant. Ça vaut combien de points à peu près ça, la Spider? 75 points, Ouais, ouais, quand même, ouais, ok. c'est... J'apparente ça à un chrono... comment s'appelle la datasheet Le Drukhari Chronomancer? chrono... la datasheet Drukhari qui permet de Ah! récupérer les pain tokens, le chronos je crois. Ouais, alors C'est un peu le même genre d'utilité d'accord, de support, ça fait rien en termes de kill, mais ça protège un peu, voilà. ok. Après ceux-là, on sait qu'ils sont intéressants, hein, les Race, malgré les petits coups en poing qu'ils ont pris dans la gueule. Oui, je pense que l'Evrace, c'est une des unités estières. Euh, il s'adapte à beaucoup de détachements, que ce soit en Awaken ou en Star Shatter, où là il gagne le plus 1 pour toucher, donc il passe de 4 à 3, ce qui est vraiment important. Et en canopée courte, où ils vont toucher à 4, mais avec du full reroll, donc ça compense. Mhm, C'est les trois détachements, enfin les plus compétitifs aussi. mhm, mhm. Euh, j'ai perdu. Ah oui, le fil. Oui, donc les specs, ça va être l'unité estière parce que justement, l'un des playstyles, enfin le playstyle de jeu Necron, ça va être quand même d'avoir une unité enclume qui permet d'impacter énormément de choses. Et l'unité qu'on a actuellement qui fait le mieux ça de manière assez standard, c'est les Wraiths. Donc des bodies à 1 à 4, 4 PV
et du Finopane A5 de par le Technomancer. Ça encaisse beaucoup de choses. Et en plus, ils ont cette mobilité. Ils font pas mal d'attaques de force 6, -1 de dégâts au corps à corps. Donc les marines de base, ils vont vite mourir. Et aussi le fait de pouvoir infliger des mortels en passage, ça en fait une bonne unité de contre. Par exemple, on a une première unité de Vrace qui impacte, et en tour suivant, la deuxième qui va survoler l'unité qui engage au corps à corps, inflige des mortels et chargé. Et petit trick aussi, lorsqu'on vient ajouter des cryptotrals à l'unité, la règle, l'ability des Vrace dit qu'on va lancer un nombre de dés égal au nombre de figurines Oui. présentes dans l'unité. Donc on a les 6 Vrace, plus le perso, plus les 2 cryptotrals, ça fait 8 dés au total. Ah ouais. 9 9 du coup, ouais. à la place de 6. Ah oui, ok, ah oui, il compte dedans. Ok, nickel. Mhm. Et c'est vrai que l'habilité des Rays, c'est pas limité à des unités qui sont hors corps à corps. Ça, si tu peux survoler. Exactement. Ah ouais, ah, ça je savais pas. Ok, d'accord. Ouais, donc après, effectivement, on est sur une bonne brique du Codex Necron, quoi. Je dirais, Euh, enfin, si on a des joueurs intermédiaires ou des buts, enfin, peu importe, ça s'adresse à tout le monde, euh, ayez au moins une brique de Vrace dans votre armée, c'est toujours bien. ok, nickel, tip top. Donc là, tu commençais à en parler. On va avoir les Crypto Thralls, donc les deux petites boules là. Qu'est-ce qu'ils viennent apporter, eux? C'est c'est une unité assez particulière, j'ai pas connaissance. Peut-être ce qui s'apparentait le plus à ça, c'était la cour de l'Archon qui a disparu. Mais en gros, ça va permettre d'être ajouté à une unité qui contient un cryptech. Et ils vont donner une Philopane A4 au cryptech. Donc premièrement, c'est bien parce qu'on n'a pas envie que notre cryptech meure, vu qu'il va donner tous les bonus défensifs. Le Philopane A5+, par exemple, avec le Technomancer au Vrace. Et avoir cette Philopane à 4 permet de biaiser la statistique, ou si soudainement un perso Space Marine saute au corps à corps, il nous fait une précision, je ne sais pas, on prend peut-être 8 dégâts dû au dommage 2, ben 8 dégâts Philopane à 4+, ça fait 4, et on a 4 PV, donc c'est 50-50, on vit ou on meurt. Mhm. Donc déjà, l'adversaire n'est pas assuré de nous tuer, faut qu'il réussisse ses attaques, on a endurance 6 avec les squads. Donc c'est un bon bonus défensif pour le perso de soutien. Et en plus, ils apportent un 6 PV additionnel à l'escouade, ce qui est toujours bon à prendre en termes de résilience. Ok, tip top. C'est tout bon pour toi? Ouais, Ok, alors, au niveau des Deathmark. les Deathmark, on va les prendre pour leur ability à faire du Deep Strike par 5. Une unité à 60 points qui fait du Deep Strike. En dehors de ça, on va pas les jouer vraiment pour leur capacité de sniper. Ça va être une unité qui va arriver dans un coin en Deep Strike, faire des actions, faire du move block, peu importe. Mais c'est sa seule utilité, elle est tactique sur la table, de par sa règle Deep Strike. Ouais, ok, nickel. Je pense que ça résume pas mal la datasheet. Ensuite, pour la Doom Scythe, Comme ça, donc le croissant de ah, ça lune. c'est oui, le croissant de lune offensif avec le gros canon. C'est malheureusement, comme beaucoup de volants, une datasheet qui est un peu, on va dire, qui brille pas trop. De mon point de vue, elle a un seul détachement où elle permet de s'exprimer en termes de datasheet. Ça va être le détachement hypercrypt, où on va pouvoir téléporter et faire repartir en réserve des unités. Et là, on va pouvoir avoir sur table, par exemple, 3 avions qui ont la ligne de vue réelle, contrairement à toutes les autres unités, donc on peut voir au-dessus des ruines, de côté, etc. Donc ça permet de bypass beaucoup d'unités qui se cachent, qui pensent être à l'abri, tirer en un tour, et à la fin du tour adverse, repartir en réserve et arriver ailleurs sur la table pour retrouver ses lignes de vue. En dehors de ce détachement, je vois pas trop l'intérêt du volant. Ok,
tip top. Alors, par contre, une datasheet qu'on voit pas mal, Doomsday Ark, gros canon. La Doomsday Ark, le gros canon du codex, c'est un peu notre Vindicator à nous. D6 plus un tir, force 18, ouais, force 18, PA-4. Là où elle brille, pardon. Là où elle brille, c'est vraiment par la PA-4 Oui. qui va amener, qui va quand même lifter les stats, notamment sur des véhicules à sauvegarde à 2+, etc. Ou sur du Marines qui est à couvert, tout simplement. Il va sauvegarder à 6 au lieu de 5. Et quand on combine ça avec des bonus comme avec Star Shatter qui donne un +1 pour toucher l'adversaire qui est présent sur des objectifs, on va toucher à 2. Le roi silencieux qui fait une bulle de reroll de 1 pour toucher et blesser. Donc c'est quelque chose de très fiable lorsqu'on lui donne des bonus d'aura. Rien de plus à ajouter. Oui, on devine assez facilement son rôle, quoi, en gros. Voilà. Après, pour les Flayed Ones, est-ce que ça se voit? Ça se voit. L'utilité première de cette unité, ça va être l'infiltration. C'est-à-dire de pouvoir repousser souvent les infiltrations adverses ou les mouvements scouts. C'est une unité de nouveau tactique pour ce qu'elle apporte en termes d'infiltration. En dehors de ça, euh, au corps à corps, elle se débrouillera dans les corps à corps d'escarmouche contre les petites unités. Parce que souvent, on a l'impression que ça fait rien, mais quand on commence à avoir des attaques, 4 attaques par figurine, force 4, -1, Twin Link, bah ça crée un volume en fait qui est très intéressant. Et ça va moissonner de l'Eldar, du garde impérial, contre de l'orc, le Twin Link est très appréciable. Même contre des scouts marines, je pense qu'on peut aisément s'en sortir si on frappe en premier. Par contre, si on se fait frapper en premier, à 1 PV endurance 4 par figurine, en général on meurt. Donc ça va dépendre de qui frappe en premier. Et tu sais que cette unité a aussi un record dans Warhammer? Est-ce que tu devinerais Non, lequel? mais Elle a le record, alors si ça n'a pas changé depuis, de la figurine qui a le point d'unité le plus cher en plastique. alors, le point le plus cher en Ouais, ouais, plastique, ça coûte pas très cher en termes de prix. ouais, de prix, ça coûte pas très cher en points, mais ça coûte très cher en prix. C'est plus d'1 franc le point. Aim. Donc voilà, dans un petit détail comme ça. Et puis du coup, sinon pour les Locust Destroyer, donc on en parlait un petit Locus peu. Destroyer, oui, ça va être une unité qu'on va voir de temps en temps. Elle va pas être présente à la même fréquence que sur les tables qu'une Doomsday Ark. Elle remplit le même rôle, si ce n'est qu'en fait, on a soit la version anti-véhicule, anti-monstre, ou la version anti-infanterie. Là où la Doomsday Ark est plus versatile, elle fait les deux, parce qu'elle a Blast. Et aussi, en termes de résilience, comparé à une Doomsday Ark, on n'a pas la 4+1 vue. Donc, il pêche un peu de ce côté-là, les Heavy Destroyers, mais néanmoins on en voit de temps en temps. On peut citer notamment le détachement Starfighter qui leur donne assaut vu que c'est des unités montées. Donc peut-être que en louer des unités de 1 ou 2 par-ci par-là, ça peut être intéressant. La version, on peut mentionner la version anti-infanterie qui est relativement aussi intéressante et unique chez le Necron, où on arrive à des combos comme j'expliquais, si on met un Lord qui va donner le Critical Hit à 5, donc Sustain Hit à 5, avec du full reroll, etc. Ça fait un volume de tir très important. Voilà. Mais en dehors de ça, ça reste niche, je dirais peut-être B tiers, Mhm. fond du B tiers. Ouais, d'accord, ok. Et puis pour le heavy. Le Heavy. Ah pardon, là je parlais du Oui. Heavy. Ah, mince, Oui, attends, ouais, donc alors. là c'était les Heavy Ah, dont je parlais. c'est les heavy qui font Ouais, de la statue comme ça? oui. Ah, ok. Les Heavy, on a deux versions. On a la version Ah, Heavy avec le Enmitic Annihilator, si je me souviens bien du nom. Où là, c'est tir rapide à 18, on a 12 tirs par figurine. ah, ok. Donc 36 tirs pour les l'unité de 3 Heavy Destroyer, avec le Sustain Hit, etc. Donc on peut arriver à un volume de tir et de touche assez élevé.
et la version anti-monstre où on a que un tir par figurine, de force 14 ou 16, PA-4, dégâts flat 6, Oui, ce qui fait peur, mais on se rend vite compte que si l'adversaire réussit son AV à 4, oui, ça voilà, fait plus rien forcément. Ok, d'accord. et c'est que 3 tirs. Ouais, donc là, petite confusion, je peux parler des Heavy Destroyers Ok, et oui. maintenant je vais switcher sur les Les normaux. Destroyers classiques, les normaux, où là, on a 2 configurations d'unités. Soit on les joue, en solo, à 40 points, ça va être, un action monkey qui Mhm. va se déplacer sur la table, En faire plus, des ils volent. actions et cetera, rien de plus. Ou le mettre en réserve pour forcer l'adversaire à screen, sinon on va faire une petite, balise ou un locus chez lui et cetera. Ok. Ou la version avec, l'unité de 6 et un lord et on va retrouver ce combo de, full reroll et létal à 5+. Ok. Tip top. Ça marche. Alors, sinon, pour les Lich Guard, est-ce que c'est joué? Les Lich Guard étaient beaucoup joués en version index lorsqu'on pouvait mettre un Technomancer dedans avec le 5+ Philopane. Depuis qu'ils ont perdu cette option, heu, la population de Lich Guard sur les tables, on va dire qu'elle a drastiquement diminué. C'est une unité qui est censée, tanker, être vraiment les protecteurs des lords. On arrive avec n'importe quoi dessus, on leur rentre comme dans du beurre, ils s'effondrent, ils ont qu'une vulgaire invue à 4 pour résister. C'est assez beauf. La seule utilisation qu'on peut en avoir, ça va être une petite unité de 5, donc un coût assez faible, je crois que l'unité de 5 doit être autour des 80 ou 90 points. Plus un lord. Le lord va leur donner -1 pour être blessé. Et de nouveau le lord est pas cher à 85 points. Donc on a une petite unité à environ 170 points qui a quand même 6 dossiers, qui va forcer une réaction de l'adversaire dans un sens où n'importe quelle unité de scrimmage ou assez faible, on va dire une unité standard, ne pourra pas la tuer et on est obligé d'envoyer en fait une grosse unité pour pouvoir l'achever. Et en fait, c'est ce qu'on veut, c'est forcer le trade. L'adversaire arrive chez nous avec une grosse unité pour pouvoir reprendre l'objectif et nous derrière on contre-attaque. Mais en dehors de cette petite unité de 5, je dirais on n'en voit plus vraiment. Ok, nickel. Ensuite, pour le suivant, donc on a déjà dit qu'il avait pris beaucoup de points, le monolithe. Est-ce qu'il lui reste des intérêts? Ah, difficile, franchement, à 400 points la, la pyramide, c'est quand on fait la comparaison un par un avec les knights, c'est très dur. Ça bouge de 8, ça passe pas à travers les murs, c'est bulky, c'est vrai, enfin, c'est encore plus gros que Crutigus, je crois, enfin, c'est extrêmement difficile à Mhm. le déplacer. Il a tout contre lui, en plus il touche à 3 et enfin un 3+, et pas à 2+, il a un faible volume de tir et d'attaque au corps à corps, il fait tout à moitié, on va dire. Il est pas très fort au tir, il est pas très fort au corps à corps, c'est un peu ambigu, on va dire, le positionnement. Hem, c'est difficile. Je dirais déjà de par sa taille, le seul détachement où il est vraiment viable, c'est en Hyper Crypt où on peut le téléporter. Mhm. Et il va donner une mobilité supplémentaire en téléportant via son portail les unités de guerriers, d'immortels, etc. Mais ce playstyle il a bien diminué, enfin, notamment de la prise de points drastique du monolithe et aussi de l'apparition des knights dans le méta qui a forcé en fait tout le monde à s'équiper. Et qu'est-ce qui tue bien un knight va forcément bien tuer un monolithe. Et avec 22 PV, 400 points, c'est difficile de rivaliser avec des knights qui coûtent autour des 380, enfin souvent moins cher et qui ont 26-28 PV et qui tirent mieux. Yes, ok. Bon, ben ça fixe les conditions. Ensuite, on aura donc la Night Scythe. Donc, je suppose que c'est l'autre version du croissant. C'est la version transport du croissant. Euh, un transport dans un véhicule volant
qui doit être en réserve, c'est un peu antinomique. C'est pour ça qu'ils ont corrigé la datasheet en lui permettant d'arriver en deep strike dès le tour 1. Oui. Donc on peut se dire, ça peut être très intéressant en fait d'avoir un transport qui peut arriver dès le tour 1 et qui plus en deep strike, charger son unité, tirer, et son habilité lui permet de réembarquer le fameux Fire and Fade dans un véhicule. Là où ça devient problématique en fait, c'est que c'est un transport avion, c'est-à-dire que n'importe qui peut le voir. Oui. Et souvent avec les transports, ce qu'on veut, bah, c'est les cacher derrière des ruines. Et là, enfin, c'est un peu dommage en fait d'avoir un transport qui peut être vu par tout le monde. Donc ça s'aborde un peu la datasheet. Mhm. Ok. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus s'étendre. Après, on va retrouver quelque chose de pas très intéressant avec l'obélisque. Encore un gros bloc. On passe, enfin je pense que c'est l'unité la moins intéressante du codex. Ça a le mérite d'être dit. La suivante est peut-être plus intéressante. Donc, encore des destroyers, là, les Ophidian. Les Ophidian Destroyer, donc ça c'est une nouvelle édition avec cette édition, ce codex. C'est des destroyers qui peuvent repartir en réserve à la fin du tour adverse et arriver en deep strike. Ça va être une petite unité de skirmish aux alentours de 80 points. C'est toujours agréable à prendre. Euh, Ça a 3 PV, endurance 5, ça tape bien corps à corps contre toutes les unités, toutes les autres unités de skirmish. Ça peut gagner le trade parce que ben, ça a la résilience du Necron qui revient à la vie. Je dirais c'est situationnel. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une unité qui se téléporte dans la liste comme ça, qui remplit un rôle, par exemple de faire toute la partie scoring de la liste, etc. Mais souvent, en fait, les règles de détachement permettent déjà de le faire, soit avec l'hypercrypt ou des stratagèmes, des enhancements qui permettent de redéployer, comme le Veil of Darkness de Awakened Dynasty. Donc, on en voit de temps en temps, c'est utile, mais c'est pas obligatoire. Ok. Alors, nickel. Ensuite, les Scorpec Destroyers, aussi appelés les golfeurs par Nikki pour de bonnes raisons. Je pense qu'il a raison. C'est un peu l'unité. Son but, c'est de toucher une unité adverse et de l'envoyer voler à gros coups de lame spectrale. Euh, une unité classique de corps à corps Necron qui a full reroll pour toucher en charge, qui peut accueillir le Lord de Scorpec qui est très bon. Je dirais c'est un peu l'unité de corps à corps de close par défaut. Ok. Alors effectivement, et en plus ils étaient super stylés dans la cinématique contre les Sista quand il y avait eu la... C'est quoi? C'était la sortie de V9? Sauf erreur? Euh, oui, ça doit Oui. être ça, ouais, sortie V9. Ouais. Du coup ça avait donné envie. Après on a de nouveau un énorme caillou, encore plus gros que les deux cailloux qu'on a mentionnés avant, là, le Tesseract Vault. Bon, Le Tesseract Vault, bah, de nouveau, on parle d'un gros caillou, difficile à se déplacer. Le seul détachement où il sera jouable, ça va être le fameux Hypercrypt pour avoir la téléportation et pouvoir déployer là où on a besoin ce gros pavé. Et en dehors de ça, bof, je dirais, il a peu d'applications. Ça reste une datasheet assez particulière, avec ses pouvoirs Ctan assez flexibles. Là où elle va briller, c'est le tir indirect qui a quand même dégâts 3 et ça ouvre en fait des playstyles intéressants. On a de l'indirect, potentiellement avec des rerolls, avec le roi silencieux à proximité. yes. C'est un jeu très particulier, je dirais. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit de manière très commune sur les tables. En plus ça fait Mais beaucoup de si on a des points. aventuriers, Oui, je dis ça fait beaucoup de points dans une seule figurine, alors c'est ça. ça fait une grosse direction de jeu, quoi. Ok, je pense que Rien ça à dire de devrait... plus. Exactement, ouais. Après, qu'est-ce que tu penses des petites motos, les Tomb Blade? Et c'est difficile, j'aime beaucoup la figurine, mais en termes de règles, ça pêche un peu. C'est de l'immortel en 10 mais plus rapide. Ça bouge de 12, mais ça a le gros défaut en fait de pas être infanterie, donc ça ne passe pas à travers les murs. Et bah, ça sabote un peu la datasheet. Quand bien même on a le Fire and Fade de manière innée.
Le seule application que je vois, c'est l'accès en fait au Particle Caster. Donc là, on a des armes Blast avec Devastating Wound. Et sur une unité de 6, ça peut quand même faire 6 des 6 tirs de force 5 ou 6 Devastating Wound. Si ça intéresse des gens à tester, pourquoi pas. Mais je vois peu d'autres utilités. Ok, nickel. Après, niveau tryhard, on aura donc les prétoriens et le stalker. Donc pour les prétoriens, Je- C'est dommage, j'aimerais bien parler beaucoup de ces unités, j'aime beaucoup les figues, mais il y a peu de choses à dire. Ils font tout moins bien que d'autres datasheets dans le codex, notamment les triarches prétoriens, qui sont censés être des unités de corps à corps, mais ils sont totalement masqués en fait par les Canoptech, les Scorpec, pardon, les Scorpec Destroyers. Ils font tout moins bien. ouais, À la limite, ils avaient du Advance Tier Charge et Disengage Tier Charge. Ça leur donnerait une portée et une flexibilité qu'on n'a pas ailleurs avec une unité, donc une niche à prendre dans le codex. Mais là, c'est juste désengagement et charge. Bouf. ok, d'accord, tip top. Et puis pour encore une araignée, le stalker du coup. Et lui, il est sympa sans plus. Il va retirer le couvert d'une cible, mais pour 120 points, quand on compare la datasheet, on voit qu'on peut, pour 20 points de plus, avoir un Predator. Je trouve que c'est assez peu intéressant en fait. Il va Mhm. pas remplir un rôle qu'une autre unité Necron puisse remplir. C'est difficile aussi à le bouger quand même parce qu'il est assez bulky, c'est encore ses anciennes figues qui avaient pas de socle Oui, avec des grosses pattes, etc. ok, C'est difficile de lui trouver une justification de présence dans la liste. très bien. Et puis alors du coup, en termes de figurines bulky avec des grosses pactes, le Seraptech Heavy Construct qui, à ma connaissance, est toujours légal à rentrer dans une liste. C'est vrai qu'on n'y pense jamais au Forge World, mais le seul retour que je peux donner, c'est une grosse pièce chère qui va faire enfin, quelques tirs, enfin, pas forcément très efficaces. Voilà. Voilà, ok, bah, c'est Enfin, suffisant. ça coûte plus cher qu'un Knight, ça tire moins bien, il me Mhm. semble. En tout cas, j'étais un Alors, peu impressionné. c'est assez tanky, ça tire quand même assez fort, mais ouais, bah après forcément, est-ce que t'as des rerolls? Ça c'est aussi un petit peu une question, je sais pas. Mais après, oui, bah, Non, malheureusement, non. c'est quoi, 550 points? Enfin, c'est passé 500 Ouais, points. c'est autour c'est passé les 500 points et comment ça s'appelle? Un Atrapos tire bien mieux. Ouais, voilà, Donc je pense exactement. que le mess est vite. Ok. Tac, tac, tac. Après, évidemment, hein, je mets normalement, il y a peut-être une faute par-ci par-là, mais je mets que les unités qu'on peut rentrer dans une liste compétitive. Je ne veux pas commencer à aller chercher les légendes et tout ça, hein. Ça, on est d'accord. Mais comme ça, au moins, on a fait le tour de toutes ces datasheets et on va pouvoir faire. Et d'ailleurs, je voyais que la question commençait à apparaître dans le chat. Euh, Petite conclusion intermédiaire. Donc, comment tu placerais l'équilibre donc interne, on en a déjà un petit spoil, mais surtout externe. Externe par là aussi où vont être les cibles et les némésis du codex Necron. Si on part sur l'équilibre interne, euh, comme je l'ai répété plusieurs fois, on voit qu'on a énormément en fait d'unités qui sont conditionnées dans leur utilisation en symbiose, à la fois un personnage, plus une unité, ou une unité plus un transport, etc. Donc ça oriente énormément la construction de liste et le détachement va aussi conditionner ça. Par exemple, le Doomstalker, Canoptech va être présent que dans un seul détachement. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses à travailler dans l'équilibrage interne pour la prochaine version. Ça serait mon souhait. En dehors de ça, si on part plus sur l'équilibrage, enfin, le méta, tout ça, où est-ce que ça se positionne, euh, je dirais en solo, on est plus sur un codex qui est un peu en train de s'essouffler. Il reste un classique, enfin assez endurant,
mais il va avoir de la peine en fait avec tous les nouveaux codex, les nouvelles sorties, notamment les Chaos Knights, tout ça. Enfin, il faut savoir en fait que dans la dynamique du Necron, c'est une armée qui a énormément de peine à pusher, donc à faire du score, du gros score. En contrepartie, ça va être une armée qui va être difficile à enfoncer, donc difficile si on joue bien, difficile à perdre de manière trop conséquente. Mhm. Donc on va plus faire des scores assez middle. Si on prend le scoring VTC, on va dire souvent entre 7 et 13. Enfin, c'est, on va dire, peut-être les deux tiers des résultats sont dans cette zone-là. Mhm. Et peut-être des scores plus extrêmes contre certaines listes. Mais comment est-ce qu'il se positionne? Je dirais en solo, il a plus de la peine. Parce qu'il a quand même des Nemesis avérés, notamment tout ce qui est un gros push corps à corps, là où on vient mettre la pression et on n'arrive pas à tout gérer d'un coup. Parce que le Codex Necron a très peu de bons répondants au corps à corps en dehors des Scorpec, des Scorpec Destroyers. Oui. Et pour les grosses figurines, on a que les Ctan, vraiment grosse réponse. Et on a un faible volume d'attaque avec les Ctan, donc faut pas se louper, ou faut pas surtout que l'autre réussisse ses invus, etc. Donc c'est plus difficile de gérer un adversaire au corps à corps, et quand on se fait vraiment aggro, bah, typiquement 80 berserk, enfin c'est vraiment des listes très très pénibles à gérer. Les knights aussi, enfin je dirais plus le Imperial Knight, ça va encore, parce qu'il a peu de gros volumes de tir, donc la saturation au tir ne va pas fonctionner, on va quand même pouvoir prendre le terrain, les objets, jouer cette partie-là. Là où ça va être difficile, c'est le Chaos Knight qui va forcer énormément de Battle Shock Test, qui a une énorme saturation au tir, qui au corps à corps va aussi être enfin, oppressif, avec un gros volume d'attaque, pouvoir passer à travers nos écrans avec un potentiel Lancer présent dans une liste, donc mettre à la fois on va dire la pression sur la backline et sur nos unités qui tiennent les objectifs. Donc enfin c'est pas facile contre ce type d'armée. Et je dirais en solo il se positionne Codex, je dirais top B tier ou fin mid, fin A tier, low A tier. Ça dépend en fait dans quel méta on évolue. Mhm, mhm. Donc ça reste quand même clairement pas acheté, quoi. Ça reste pas acheté. Je pense que le Codex Necron, de par sa mécanique de jeu, sa résilience, reste une armée qui est toujours très forte contre l'Eldar en général. L'Eldar n'aime pas ce type d'armée euh, où ils peuvent pas gagner très rapidement en fait le trade et l'attrition. Et le Necron est très fort en fait, dans ce jeu d'attrition. Et en général contre l'Eldar, c'est souvent un match-up plutôt favorable. On va dire c'est jamais gagné d'avance, mais Mhm. c'est toujours un peu plus favorable. Ok. Ah, c'est marrant, on voit quand même une certaine constance parce que quand on avait fait le deuxième épisode sur les Chaos Knights, il avait dit que c'était justement un bon match-up dans les Necrons qui pouvait amener une saturation nécessaire pour sortir les gros packs avec tout leur tanking. Oui, Du coup, effectivement, ça se goupille pas mal. Et donc, t'y as déjà quasi entièrement répondu, mais donc le rôle du Necron en team, ce serait d'amener un petit peu une sorte d'enclume qui vient un peu c'est ça. stabiliser le pairing. Je pense que c'est une bonne armée qui va encaisser un potentiel, enfin une potentielle armée qui est pénible si on arrive à éviter, comme je mentionnais, enfin ce type d'armée est vraiment, enfin, impossible à gérer pour le Necron, enfin que ce soit 8 ans de Berserk ou Mhm, enfin du Chaos Knight, mhm, vraiment des listes qui sont designées en fait pour kill une unité Necron et être très oppressif, très aggro, ce qui est un peu notre faiblesse. On va plus aller chercher des guerres d'attrition contre du Marines, du Chaos, de l'Eldar, etc. Donc essayer de nullifier un peu, de faire un score plus ou moins 10-10. Donc c'est un peu le rôle en team, je pense. Ok, tip top. Alors, du coup, ou pas, j'ai mis un de, de molette. Tac, maintenant. Donc,
Si on reprend, par exemple, notre joueur débutant qui veut démarrer une des armées, par exemple, comme celle qu'on proposera après, pour toi, quels seraient les tricks les plus essentiels à connaître pour bien jouer son armée Necron? C'est toujours la grande question. Je pense que ça va dépendre, enfin, des sensibilités des joueurs. Si on commence par les bases, vraiment, enfin, pour un joueur débutant ou intermédiaire, je dirais le plus important à maîtriser, c'est le positionnement. Et ensuite, on peut partir dans les tricks. Pourquoi le positionnement? C'est en fait très important d'être à portée des auras, de placer ses unités correctement pour en bénéficier. Et en fait, je pense que l'armée Necron est une armée qui est très sensible, où si on est mal positionné, si l'adversaire peut passer derrière, voir notre perso, qui buffer tout justement l'unité, faire du précision, et cetera, où on a oublié un aura, on se rend compte qu'on n'est plus à portée du réanimateur, du coup la réanimation est plus assez efficace et l'unité peut être one shot, c'est dramatique. Donc je pense que c'est un bon apprentissage de ce point de vue-là, à bien mesurer tout ça, à être carré sur les bases de jeu. Mhm. Et ensuite, on peut partir sur les tricks, où là, ça va être des tricks du plus classique, la résurrection. Euh, on, on- on apprend toujours ne jamais tirer sur une unité Nécron si on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que en général, si on la tue pas, elle va revenir à la vie, et quand elle revient à la vie, elle doit revenir à cohérence, à cohésion, c'est-à-dire à 2 pas. Et en fait, implicitement, on gagne 2 pas avec l'unité. Je sais pas si c'est très clair quand on n'a Oui, pas de support visuel, mais en fait, on va juste réanimer une figurine ça, 2 pas en avant de notre par unité exemple, et on gagne. j'ai mon blob, je me fais tirer dessus, j'enlève les deux qui sont à droite, et quand il est question de les réapparaître, je les mets au maximum à gauche que je peux, et comme ça, je Tout me à fait. déplace déjà petit à petit vers la gauche. Donc ça, c'est le tricks primaire du Necron. Euh, Tout adversaire devrait être au courant de ça, ou au moins lui rappeler en début de partie. Euh, je dirais c'est le tricks de base. Ensuite, ça va être plus des tricks liés de nouveau à la résurrection, mais au corps à corps, où là on peut faire enfin, rip-hop des figurines, toujours en cohésion d'unité, mais de certaines manières qu'on puisse pile-in en fait sur des unités qui ne seraient pas encore engagées pour pouvoir les tag et empêcher l'adversaire de bouger ou tirer au tour suivant. Donc faut Mhm. toujours faire attention quand il y a un corps à corps à proximité d'unités de spectre ou de guerrier ou des trucs comme ça. Quand on a de la réanimation, qu'on peut venir multitag des unités à portée, faut bien se positionner. Donc ça c'est les tricks liés à la réanimation. Ok. Ensuite on a des tricks peut-être de mouvement avec le chronomancer, mais ça c'est on va dire toutes les unités qui font du fire and fade. On peut avoir de la téléportation, tirer, bouger de 5 en amont et aller voler un objectif avec notre pool de C. Euh, voilà. Enfin, Ok. c'est quelques tricks comme ça. Après, je sais pas si je loupe vraiment des gros. Enfin, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Après, on verra éventuellement aussi, même pendant qu'on aborde les Si le listes. chat a des questions, bien pense à quelque chose en particulier. Oui, oui, il n'y a pas de souci, je les prendrai dans la foulée s'il y a des trucs. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en plus, en même temps, tu as un petit peu expliqué les contres. En gros, les contres, c'est souvent de ne pas laisser l'adversaire faire ses tricks. Ça va être, je Mhm. suppose, si j'engage une brique de Necron, enfin de Warrior, je fais en sorte de la sortir entièrement, par exemple de multiplier mes angles de tir. Et surtout, il y a un truc que je remarque souvent, c'est que si un personnage leader peut être visible depuis un endroit, au moins les unités qui le voient sont garanties que peu importe l'attrition qu'il y a eu avant, il restera toujours au moins ce personnage et ces tirs-là seront garantis de ne pas être perdus. Sitôt qu'on Mhm. arrive à regarder en gros la figurine qu'on suppose qui veut retirer en dernier, et ben celle-là on sait qu'elle restera parce que je pense qu'il y a quand même peu de choses qui sortent un gros blob de warrior en une seule activation. Mais par Ouais, contre, c'est assez rare. Ouais. peut essayer de prévoir l'activation suivante pour qu'elle arrive là où il reste encore des figurines, quoi. Mhm. Et puis ben voilà justement aussi comme tu disais
Toi, tu dois bien faire ton château, mais pour l'adversaire, peut-être prévoir des ressources pour envoyer par derrière, par les côtés, essayer d'aller choper tous ces persos structurants. Exact. Ok, donc maintenant on va mettre tes exemples de liste que tu m'as donnés. Donc on en a trois, deux qui sont vraiment très connus et une un petit peu plus originale. Donc on va commencer directement en Awaken Dynasty. Donc n'hésitez pas à copier ou à faire des screenshots. Normalement, j'ai mis à chaque fois les announcements quand il y en a et j'ai uniquement détaillé les équipements quand il y a un intérêt à, enfin, quand il y a des choix, quoi. Je vais pas marquer toutes les armes quand il n'y a pas de choix. Voilà. Alors, je te laisse expliquer cette liste. Ouais. Par contre, je la vois pas en vue, l'écran n'est Euh, pas actualisé. alors, c'est bizarre parce que je la vois. Tic, tic. Ouais, attends, voir, je me demande s'il n'y a Je pas suis en retard. un petit souci Ah, parce c'est que bon, je la vois. ouais, il m'a écrit deux fois bienvenue sur le chat, mais ça a l'air bon là. N'hésitez Ouais, pas. c'est bon, je la vois. Ouais, ok. N'hésitez pas à me dire si c'est tout bon, hein, si jamais. Alors, du coup, Donc, Awaken Dynasty, oui. euh, le détachement peut-être le plus classique, euh, comme j'expliquais au préalable, enfin, la présentation des détachements, c'est un- une liste qui se caractérise par sa résilience, où elle a beaucoup de protocoles de réanimation, des protocoles de réanimation spéciaux pour les personnages qui peuvent revenir à la vie, euh, un pool de stratagèmes qui permet de s'adapter, soit taper mis au corps à corps, tirer enfin, avec des unités de tir, avoir l'advance et armes d'assaut, etc. Donc on est assez versatile, on a la résurrection, on a un bonus de +1 pour toucher avec nos unités qui ont un personnage, donc quasiment toutes les unités, ce qui en fait vraiment peut-être le détachement le plus versatile et le plus résilient de, du codex, en tout cas de mon point de vue, c'est peut-être le playstyle que je l'affectionne le mieux chez les Necrons. Mhm. Donc pour passer en review, euh, juste pour donner le squelette de la liste, on va pas passer en revue toutes les unités vu qu'on l'a On déjà en a fait, déjà pas mal mais parlé, ouais. la liste va s'articuler autour d'une enclume qui va être le bloc de spectre avec le réanimateur Canoptech. Euh, et le Silent King en support qui va faire la police à proximité en contre-attaque. Il va leur donner plus de mouvement, un meilleur touche au corps à corps via les rerolls, etc. Et aussi, vu qu'on parlait de l'enclume, il faut le marteau. Donc le marteau, c'est le Silent Knight Silent King, King ouais. et les trois unités de Scorpec Mm. qui vont être là en contre-attaque. Ensuite, on a la petite unité de 5, comment ça s'appelle? Leafguard avec l'Overlord, qui elle va venir provoquer des échanges sur un objectif, parce Attends, qu'elle est pas si simple à voir. tuer. Les Lich On a Guard. l'Overlord. Les Ah, Lich peut-être Guard. qu'ils sont Est-ce que c'est pas moi dans qui ai la oublié de les liste. mettre ou est-ce qu'ils sont dans une autre Je pense liste? ils sont oubliés dans la liste, Ah, possible. je savais que Normalement, il y a 5 Leafguard. je ferais au moins une bêtise. Elle est là. Ok. Attends, t'inquiète, je les rajoute vite, mais parle-en déjà. Attends. Oui, donc c'est la fameuse unité de 5 Lich Guard avec bouclier en vue à 4, plus le Lord. Donc on a l'invue à 4, le -1 pour être blessé. Ça coûte pas cher, aux alentours des 170 points. Et ça va forcer en fait un échange sur un objectif. Le but c'est de pas les exposer au tir non plus, mais de forcer l'adversaire à venir au corps à corps. Et derrière, on a cette fameuse mécanique du marteau et de l'enclume Nécron, où on va impacter, attirer des unités, les manger petit à petit et essayer de grind peu à peu l'adversaire. Et on est aidé par ça avec une Doomsday Arc qui va en fait juste à elle seule faire des couloirs d'interdiction de tir, dire à l'adversaire là si tu sors, ben, tu vas quand même subir mes dégâts 4 avec ton unité ou ton véhicule.
combiné au Silent King qui va faire des rerolls, etc. Donc ça fait quand même un peu peur. Le fameux réanimator qui vient booster toute la réanimation autour de l'unité de Wraith. Et le Hexmar qui va faire des actions potentiellement embêter un peu les unités skirmish. Imhotep qui va rester derrière, tenir notre objectif et donner des CP tous les tours. Et voilà, enfin c'est assez standard, ça fonctionne bien. Ok, voilà. Comme ça, elle est complète. C'est juste Tip hein, top. avec épée et bouclier, 5 fois, c'est 85 points. Et là, du coup, on doit être bon ce coup-ci. Donc s'il y en a qui voulaient faire un screenshot de la liste, c'est maintenant qu'il faut le faire et pas avant. Ok, tip top. Alors, c'est bon pour toi, je peux passer à la suivante? Oui, tu peux passer Ok, là-dessus. parfait. Alors, tac, tac. Donc, la suivante, deuxième détachement particulièrement puissant que tu nous disais, Star Shatter. Alors, comment ça fonctionne? Star Shatter, même mécanique, du +1 pour toucher. Là, on n'a plus la condition d'avoir un personnage, mais que la cible soit sur un objectif. Donc on a de nouveau ce +1 pour toucher qui augmente la létalité. Et l'autre bonus va être d'avoir arme d'assaut avec les véhicules et les montées. Donc un petit gain de mobilité par exemple pour le Doomsday Arc qui est agréable. C'est pour ça que là j'ai mis 2 Doomsday Arc au lieu d'une seule, on a plus de flexibilité. Hmm. Et le roi silencieux aussi bénéficie de ça, vu que c'est un véhicule. Hmm. Là où ça va briller en fait c'est via les stratagèmes et les enhancements. On a un des comment ça s'appelle technomanceurs qui va accompagner les, les spectres et le roi silencieux, donc ils vont servir un peu de protection au roi silencieux qui va être juste derrière. Euh, le perso va donner -1 aux dégâts que le roi silencieux subit, s'il devrait en subir, via le enhancement. Donc ça c'est un bon layer défensif contre les armes à dégâts 2 pour le roi. On a des stratagèmes qui vont permettre de faire -1 à la blesse contre un véhicule, donc soit le roi silencieux ou les Doomsday Arc. Donc même si on a un canon laser à dégâts, force 12, bah, il va blesser à 4+ le roi. Et de nouveau la stat va être biaisée par ça. Donc c'est des petits layers défensifs intéressants. Ensuite on a un reactive move après s'être fait tirer dessus. Donc ça permet de dire, soit tu me tues en une activation avec ton tir, ou soit moi je vais me cacher derrière le mur avec mon reactive move. Donc ça avantage ce jeu Necron de soit tu me tues en une activation, soit je survis, je me régénère et je vais revenir t'attaquer ou reprendre l'objectif. Mhm. Et donc la pool de stratagème est excellente. Plus de létalité, je pense, que le. Comment ça s'appelle là? Awakened Oui. Dynasty, dû à l'addition d'une deuxième brique de spectre ici dans la liste, qui va aider à push en fait. Là où on va être moins bon en fait, c'est dans la résilience. Cette liste va peut-être plus s'essouffler en fait qu'une Awakened Dynasty, parce qu'on peut pas réanimer les persos, on n'a pas un protocole de réanimation après s'être fait tirer dessus, ou au corps à corps, etc. J'irai plus aggro, moins résilient. Après, ça va être aux affinités des joueurs. Mais on retrouve les classiques des unités Necron dans les deux listes, hein. Que ce soit les Doomsday Arc, les Scorpec, comment ça s'appelle, les Canoptek Wraith, etc. Donc on réinvente pas la roue. Mhm. Ok, ça marche. C'est tout bon pour toi? Ouais, Ok, alors on va passer sur ta dernière liste qui est un petit peu plus concept. Donc une liste en hypercrypt avec 3 Doomscythe justement. Donc ouais. ça, Donc comment c'est un ça peu va? le build dont je parlais lorsque j'ai abordé les Doomsite. Euh, c'est vrai que ça fait un moment qu'on voyait plus trop sur les tables le détachement hypercrypt. Et en fait, c'est venu d'une réflexion. Donc, malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de tester la liste, mais je pense qu'il y a un play à faire, ou en tout cas à tester, voir si ça vaut le coup. C'est pour ça que je la mets plus dans une catégorie un peu challenging, ou on va dire concept. Mhm. En fait, on va essayer d'abuser de la règle aéronef des Doomsday.
comment ça s'appelle? Non, yes, les Oui, Doomside. c'est ça. Et le fait en fait de pouvoir voir au-dessus des ruines ou enfin en ligne de vue réelle avec des gros canons force 16, PA-4, D6 plus 1 dégât, Mhm. et de pouvoir en fait les téléporter sur la table via la règle Hypercrypt. Donc on a 36 pas de portée, le but c'est de les mettre dans un coin les trois ensemble. On a une cible qu'on veut tuer, euh, ligne de vue réelle, j'arrive en réserve, bim, je la tue ou je lui fais mal. Fin du tour adverse, on repart avec ce qui a survécu, on arrive dans un autre coin de la table, là où enfin, on dit mais il a fait une erreur, mais on peut pas se cacher de tout, enfin, vu que c'est en ligne de vue réelle. Bien sûr. Et il y aura toujours un moyen où on pourra trouver une ligne de vue euh, sur ces petites unités, par exemple. On pense à 5 scourges qui se cachent derrière une ruine, qui sont pénibles parce qu'elles sont les Darklands, elles bougent, elles tirent, elles se recachent. Et là, hop, on arrive, on a du Tesla de saturation, on les voit, on les tue, on repart en réserve. Des véhicules, par exemple des rhinos qui se cachaient derrière une ruine, hop, on les voit par-dessus, on tue le rhino, on repart. En plus, c'est des aéronefs, donc toutes ces listes orques qui n'ont pas en fait euh, d'unités volantes, qui peuvent lancer un assaut Et sur World les unités Eater volantes. aussi. Et World Eater, Ah, ils bien vont sûr. Enfin, pleurer des larmes de sang, là, les berserk. c'est assez designé en fait en réponse à ce type de méta. En tout Mhm. cas, c'est une idée de réponse Ah, Black à Templar. voir dans les faits. Si c'est concret. Le Black Templar un peu moins parce que souvent il y a les répulsors Oui, exécutionnaires. qui tire un peu quand Si on même. n'arrive pas à les one shot, après on va quand même subir un retour de feu assez conséquent. Contrairement au World Eater, en fait ils ont rien au tir quasiment. Mais ça joue pas un Et petit peu les Forge Fiend? enfin, pas trop. Enfin, on en voit, mais de moins en moins. Et Ok. si on en voit, bah c'est la première cible sur laquelle on va Ouais. tirer. Et je me fais aucun souci. Les trois ensemble devraient coucher le Forge Fiend sans Mhm. problème. Ok. Et ça permet en fait de faire aussi, vu que typiquement le World Eater ne peut pas charger et ne peut pas passer à travers s'il n'a pas le mouvement. C'est souvent le cas en fait quand on a des gros blobs de 20 ou etc. Donc on peut faire un mur en fait de Ouais. 3 aéronefs Trois sur la map gros socles et d'aéronefs. lui dire ben t'as pas de mouvement comment ça s'appelle les mouvements surge à travers, avec tes 8 de mouvement t'arrives pas à passer entièrement à travers, donc tu es un petit peu contourné, etc. À Parce tester si ça vaut vraiment la peine. du coup, les aéronefs, tu dois aussi respecter le pouce autour du socle, même si tu peux pas le charger, ou bien? Oui, Ah ouais, donc ouais, ça fait des grosses empreintes au sol, hein. exact. Ouais, ok. C'est intéressant, c'est marrant, je l'avais... Après, enfin, la liste n'a pas que ça, Oui, enfin, mais je dirais c'est un peu le gros tricks de cette oui, liste se concentre dans ces 3 figurines. À tester, à à voir si ça tester. vaut la. Ouais. Et on a après le reste un classique avec unité de spectre en enclume pour aller tenir un objectif. Le Nightbringer qui vient faire la police derrière en contre-attaque. Et des unités, comment ça s'appelle d'escarmouches. On a les immortels qui vont faire du Fire and Fade. Arriver dans un endroit, tirer, puis bouger de 5 pour se replier. Ça c'est bien pour moissonner toutes les unités à faible endurance, faible sauvegarde. Et on a l'unité de 6 comment ça s'appelle Destroyer avec le Lord qui va avoir le Lethal Hit à 5 plus full reroll et la Deep Strike. Et c'est pareil en fait, on va utiliser ça pour amener toute la menace de l'armée dans un coin de table. Par exemple, coucher un Knight en une activation si on arrive, hein, avec le full reroll, Lethal Hit, dégâts 2, ça fait quand même beaucoup de tirs, plus les avions. Ensuite, une fois on a couché un Knight d'un côté, repartir en réserve et faire pareil sur un autre coin de la table. Enfin, théoriquement, enfin, c'est assez concept, mais il faut voir si dans le feu du champ de bataille ça tient Ouais, la route. ok. Bon bah voilà, comme ça s'il y a des joueurs d'écran qui veulent quelque chose d'un peu plus original, il y a ça ici. Ça nous amène un peu à la fin de notre sujet.
S'il reste quelques personnes dans le chat qui auraient des questions qui n'ont pas encore été répondues, ou au contraire des questions qui sont arrivées en cours de route, là il me semble qu'on est allé quand même bien en profondeur. Toi, est-ce que tu envisages personnellement de continuer de jouer Necron là pendant cette fin de V10 ou est-ce que tu es un petit peu lâché le codex? Non, j'envisage toujours de jouer Necron, ça reste une de mes armées de cœur avec Tyrannide. Hmm. J'aime beaucoup le playstyle. C'est juste que on arrive vite en fait à saturation une fois qu'on a vu les deux détachements qui fonctionnent. Il reste deux détachements, enfin on a Star Shatter et Awaken qui sont vraiment les gros standards qui fonctionnent, mais c'est toujours les mêmes unités, un peu les mêmes mécaniques, marteau enclume, on fait des résultats assez drawish, on va dire. Et là, enfin j'ai bien envie d'explorer un peu cette liste un peu plus concept, hyper crypte, pour enlever un peu de la routine, tout en tryhardant bien sûr les gros classiques. Après, j'espère quand même que le playstyle va évoluer avec la V11, que GV saura en fait nous proposer des nouvelles mécaniques, etc. Enfin, revisiter tout ça. Mais ça reste un codex très agréable à jouer, assez différent de beaucoup d'autres armées, parce que, comme on l'a vu, c'est très contraint en fait par les combos, les associations de personnages et d'unités qu'on va avoir. Et en fait, les deux vont de pair et c'est des mécaniques qu'on voit assez peu rarement dans d'autres armées. Ok, nickel. Ben écoute, je pense qu'on arrive gentiment au bout de cet épisode. Déjà, merci à tous ceux qui ont participé en commentaire pendant l'épisode. Je vous donne déjà le prochain rendez-vous. Parce que, donc normalement, si vous regardez sur le planning que j'ai mis en commentaire épinglé sur Instagram, c'est censé être le 22, mais j'ai eu un empêchement pour cette date-là, du coup, on va sauter on va sauter une semaine et puis on fera le jeudi 30. On aura encore le temps de discuter sur quel sujet on fera ça. N'hésitez pas également, tout d'un coup, si vous voulez prendre contact avec moi sur Instagram, c'est là que je réponds le plus pour proposer des sujets. C'est très volontiers. Ah, on a juste encore Fudaster qui demande si tu vas prendre tes Necrons à Atlanta. Cette année, je vais pas à Atlanta, Ah, tu fais donc pas Atlanta. non, mais je les avais pris l'année passée avec grand plaisir, c'était intéressant. Malheureusement, enfin dans le méta, enfin sur les tables GV, c'est assez compliqué. Où en fait on se fait vite tuer par les gunlines. C'est un autre jeu que le format VTC, on n'a plus autant de couverture sur la table. Mais ça restait une belle expérience. Si on a l'opportunité, c'est. Ouais. Ok, tip top. Donc voilà, sinon c'est tout bon pour moi. Vous avez les liens pour tout ce qu'il y a d'intéressant. L'épisode sera en rediffusion sur YouTube sitôt que j'aurai eu un petit moment pour m'occuper de ça. Et puis ben sinon, le plus important c'est de suivre cette chaîne parce que c'est un petit peu le type de contenu que je cherche le plus par ici. Et l'Instagram pour tout ce qui est communication. Et il y a aussi quelques petites photos si vous kiffez les figurines. En tout cas, moi je te remercie également à toi de t'être prêté à l'exercice. J'espère que ça n'a pas été trop long, enfin pour Hmm. ceux qui nous écoutaient. C'est vrai qu'on a beaucoup Alors blatéré. c'est vrai que c'était une grosse brique, mais en même temps, ce qui est sûr, c'est que on a parlé de tout. Voilà, voilà. Donc c'est tout bon pour J'ai moi. essayé de faire un petit peu une revue en détail, mais en tout cas merci pour l'accueil et Mhm. tout ça. Et puis je te souhaite tout bon pour le futur et Et peut-être qu'on se voilà. reverra pour d'autres attacks. Et bien de même. Et moi je vous dis au revoir tout le monde et à la prochaine. Ciao ciao.